Salut, c'est Faussaire. Hello, c'est Portinou. Salut, c'est Akanos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Suivre son intuition. Donc on continue à regarder les tier lists des campagnes. Et après avoir fait donc les clés écarlates et avoir discuté pendant 3h30, on continue avec donc le festin de Hemlock Vale tout de suite, avec des brocolis, des gens à rencontrer et des scénarios de nuit. Et aussi de jour des fois. Parfois. Alors il y a Ouais. beaucoup à dire parce que déjà on va faire une séparation entre les scénarios de jour en premier et les scénarios de nuit après, mais on va aussi classer les préludes au tout début. Donc sachant qu'on parle des préludes, les préludes on va regrouper ceux du jour 1, 2 et 3. Et celui de dernier soir aussi, mais bon. Bah déjà il y a pas mal de trucs à dire au niveau des mécaniques de la campagne, vu qu'elle introduit le codex déjà. Ouais, qui a un très, très bon élément narratif en fait, hein. Ça va être vraiment, ce qui va apporter une grosse rejouabilité sur la campagne. Ce qui va faire qu'on va s'attacher aux personnes avec qui on va interagir, hein. Je mets ça un peu en opposition par rapport aux confins de la terre, pardon. Mmh. Et heu Et puis, heu et puis voilà, puis on l'a on l'a à différents moments maintenant que j'y réfléchis, mais c'est qu'on a le codex, mais on a aussi des interactions, les soirs, on peut danser avec certaines personnes, on peut aller voir certaines personnes. C'est vraiment très, très riche. Ce qu'on pouvait déjà faire, dans les confins, hein, on avait des pauses régulièrement où on pouvait aussi interagir, chaque joueur pouvait choisir un compagnon avec lequel interagir, mais ici, c'est beaucoup plus impactant sur la campagne, en fait. C'est très fluide aussi, parce que c'est toujours le même numéro qui est associé à la même personne, donc tu vas toujours avoir Ouais. le même, tu vas toujours chercher le même à force. Et bah, si tu veux justement te focaliser sur des fins en particulier ou des arcs narratifs en particulier sur la campagne, bah, ça donne une bonne rejouabilité en fait, parce qu'on a justement les habitants et les relations qu'on a avec eux. Et bah, se spécialiser sur eux, ça va changer jusqu'au scénario final, donc c'est très intéressant quand même à le faire. Et ça va pousser aussi à faire certains scénarios de jour plutôt que d'autres. Parce que Et il y a aussi un point que j'aime beaucoup d'un point de vue purement lore ou narratif, c'est que, ils sont pas simplement caractérisés par un test de volonté, d'intelligence, quoi. Ils ont vraiment chacun, une histoire bien propre à raconter qui va évoluer en fonction du jour 1, jour 2, jour 3. Et ce qui fait que c'est pas simplement un PNJ ou une interface, en fait, comme ce qu'on pourrait avoir dans des MMO ou ce genre de choses. Ils sont vraiment attachants, en fait, quoi. On a vraiment envie de quand on commence avec l'un, de poursuivre, son histoire au cours de la campagne. en fait, ça donne un peu l'impression d'être, pour moi, la campagne de la maturité sur le nouveau format. Parce que cet élément des compagnons qu'ils ont repris des Confindres, ici, ils ont gommé un gros défaut qui était, en fait, c'était juste des plots dans les confins de la terre parce que tu les prends dans les scénarios et puis basta et puis tu vas avoir aller faire leur, je sais plus comment ça s'appelle, leurs souvenirs pour être sûr qu'ils vont pas se faire tuer pendant la campagne, comme ça tu peux garder les plus forts, mais tu regardais juste leurs capacités. Et ici, tu vas pas pouvoir garder tout le monde avec toi parce qu'à la fin de la campagne, techniquement, tu peux en garder que quelques-uns et il va falloir, en fonction de tes actions, hem, choisir dès le départ avec qui tu as envie de rester à la fin. Qui est-ce que tu veux à tes côtés à la fin pour le final de la campagne et quelle fin est-ce que tu veux amener? Parce que comme tu l'as dit, il y a tout un arc narratif autour de ces personnages. Il y a plusieurs fins à la campagne qui sont liées aux arcs narratifs de ces personnages. Enfin, il y a plusieurs épilogues à débloquer en fonction des persos. Hem et un truc que je trouve génial, c'est tout bête, mais en fait, les personnages, ils ont leur propre vie. C'est-à-dire qu'on va se balader dans le village d'Hemlock, mais les personnages, ils seront pas toujours au même endroit, on va pas les retrouver toujours au même lieu fixe, ils vont se promener et puis nous, on va choisir nos scénarios et en fonction du moment où on y va, on va retrouver certaines personnes, on va pas les retrouver à d'autres moments, donc ça donne aussi, d'une manière un petit peu subtile, l'impression qu'ils ils font leur vie de leur côté et qu'on les croise et ça, c'est quand même très c'est très, comment dire? Ça nous met vraiment dedans, quoi. Mhm. Ouais. Et alors je sais pas si on peut parler de l'autre, mécanique de la campagne, c'est le choix des scénarios parce que ça nous paraît évident aujourd'hui, mais c'est seulement la deuxième campagne qui introduit l'idée qu'on peut choisir le scénario suivant après les clés écarlates et il le fait de manière complètement différente parce que dans les clés, on avait la map et on devait faire un petit jeu un jeu de routard pour savoir quel est le chemin qu'on allait emprunter. Ici, c'est quelque chose de beaucoup plus simple puisque, la campagne va se dérouler sur 3 jours et chaque jour, on doit choisir le scénario qu'on va faire, sachant qu'il y a une route qui est un petit peu, heu,
je vais l'appeler la route des débutants. La première fois que tu fais la campagne, c'est suivre le docteur Rosa Marquez qui te dit: «Moi, je vais là-bas, suis-moi», quoi. Mais on va devoir choisir entre 5 scénarios et donc on va pouvoir en faire seulement 3 sur les 5. Je pense que c'est la seule campagne où on joue en fait techniquement aussi peu de scénarios puisqu'on va jouer, 3 jours et 3 nuits, donc on joue 6 scénarios, Mmh. sans si on compte pas les préludes. Hem, mais ici voilà, c'est le truc, dont on avait dit que ça divisait sur les clés, c'est-à-dire, beh, vous avez tout un chemin et vous voyagez vers par des destinations où il va pas forcément se passer quelque chose. Ici, c'est bon voilà, jour 1, choisissez votre destination, basta, vous faites votre scénario, quoi. Donc c'est amené d'une manière complètement différente et la narration, elle va plutôt être dans l'interaction avec les personnages que dans le voyage, quoi. Mmh. Ouais. Tu veux dire que si, Gandalf, il avait pris directement les aigles pour aller jeter l'anneau tout seul, il y aurait pas eu toute l'histoire de la quête, c'est ça? C'est vrai que c'est pratique quand même. Bon, c'est un autre sujet ça, hein. Ouais. Bah, du coup, on va en profiter pour parler des préludes directement maintenant, parce que c'est un peu ce qu'on a, bah, avant tous les scénarios de jour du coup, et avant le final aussi. Mais les préludes, en fait, ils font un truc, bah, en fait, la première fois, comment dire? C'est quelque chose de très intéressant parce que ça va vraiment t'introduire le village et tout, et ça va te montrer à quel point, bah, les choses, elles vont commencer un petit peu à «dégénérer» entre guillemets. Parce qu'au début, bah, tout le monde est content et après, quelque chose qui va pas là. Et puis aussi, ça va donner des indications sur où sont les PNJ en fait, dans le parmi les choix des scénarios que tu auras après en fait. En discutant avec eux, tu vas pouvoir augmenter la relation, et tu vas aussi pouvoir savoir en fait, par exemple, William, bah, il va aller à sa maison, il y a le Siméon, il va aller dans les mines par exemple, on a toutes les informations en fait, à condition de l'aller chercher. Et ça permet aussi de faire un setup accéléré pour le scénario, parce que tu as le droit de gagner, de garder jusqu'à 5 cartes, 5 ressources, et je crois que c'est un soutien en jeu aussi. Ouais. C'est ça. Là, tu peux garder, toutes tes ressources avec le maximum de tes ressources de départ et toutes tes cartes jusqu'à ta main de départ. Mhm. Je dis ça parce que j'ai déjà eu des préludes où je terminais avec 4 ressources au lieu de 5 et donc tu commences le scénario suivant avec 4 ressources et pas 5. Mais, en fait, les préludes vont durer, un certain nombre de tours. Alors j'ai plus le nombre exact en tête, mais il me semble que c'est à chaque fois entre 4 et 6 tours. C'est Ça dépend du 6 nombre de et tu joueurs. C'est de commences à moins en moins, c'est Ouais. de moins en ouais, c'est en fonction du nombre de joueurs et il y en a de moins en moins, si je dis pas de bêtises, à mesure que les jours avancent. C'est de 5 à tu 2 Mais commences tours. par avec contre, une tu as plus d'options fatalité. sur plusieurs jours. Ouais, c'est ça. Tu commences avec un nombre Ouais. de fatalités qui est dépendant du nombre de joueurs. Du nombre de jours. Mais tu as quand même plusieurs tours et le truc c'est que tu vas terminer, enfin tu vas commencer le scénario suivant avec la main avec laquelle tu as terminé. Et c'est un confort de mise en place absolument incroyable parce que sauf catastrophe, tu vas te retrouver avec une main excellente pour commencer le scénario d'après, en plus d'avoir un soutien en jeu. Et comme tu as 4-5 tours pour, même si tu es pas content, tu vas pouvoir faire des actions juste pour piocher des cartes pour vraiment avoir la main parfaite. Donc c'est aussi un truc qui te facilite le scénario suivant. On verra, pour moi, les scénarios sont quand même assez relevés par rapport à la moyenne, enfin à la moyenne des campagnes précédentes, mais ça se justifie aussi par le fait qu'on nous donne vraiment la possibilité d'être dans les meilleures conditions pour commencer, quoi. Mhm. Ouais. Après, au niveau de la Ouais, je le trouve. rejouabilité, on a quand même peut-être un petit souci parce que pour certains, en fait, ça va vraiment te faire un petit peu redondant de devoir le refaire à chaque fois. Mmh. Tu vas devoir faire une mise en place complète pour ça, pour un truc qui va durer que quelques tours, et bah, ça prend du temps. Mais Alors, la mise en place complète, faut être honnête, il y a pas de deck de rencontre sur les préludes. Donc en fait, la mise en place, c'est uniquement mettre la map, c'est-à-dire mettre les 7 lieux, mhm. ce qui est pas, si rébarbatif que ça. Par contre, effectivement, en termes de plaisir de jeu, bah, c'est un peu plat, quoi. C'est-à-dire, narrativement, je trouve ça très intéressant parce que tu reviens tout le temps dans le village, tu remets toujours la map du village, donc tu as l'impression de la connaître par cœur ça fait un petit peu un effet qu'ils voulaient, je pense. C'est-à-dire, tu as vraiment l'impression d'être sur place, quoi. Hem, mais il se passe rien, quoi. Il y a pas de carte de rencontre, tu vas juste interagir avec les PNJ, donc c'est purement narratif et c'est probablement un truc qu'on aurait pu remplacer par quelque chose qui se fait, uniquement, par de la lecture de texte, quoi. Mais comme je dis, je pense qu'ils ont aussi reçu les reproches sur les 2 campagnes précédentes avec les confins et les clés écarlates qui étaient: il y a quand même beaucoup de lecture avant de jouer. Je me demande si c'est pas la raison pour laquelle ils ont fait ça sous forme de map, mais bon, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'une fois que tu l'as fait sur une première campagne, c'est un petit peu fastidieux, quoi. Bah, tu compares Ouais, encore moi, au... Pardon, ouais. c'est le même souci, c'est que c'est extrêmement redondant, quoi. C'est-à-dire que sur les 3 jours,
on va faire la même chose, mais de manière accélérée. Donc la première journée, on va aller parler avec, on va dire, 4 PNJ sur 8. On va commencer à choisir une voix, on va optimiser le deck. Deuxième journée, bah, tu commences à voir un peu ta voix en fonction du premier scénario que tu as choisi et de sa conclusion et de avec qui tu as, dansé, avant le scénario de nuit. Donc du coup, durant le 2e scénario, tu vas arriver, tu vas aller discuter qu'avec 2 PNJ, tu vas optimiser ta main. Pareil pour le troisième jour. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a cet aspect narratif et on creuse les personnages. Mais c'est vrai que, bon, à la longue, c'est un peu rébarbatif, quoi. Mmh. Mmh. Je sais pas comment on va le classer après, parce que c'est un peu délicat en fait. C'est Ça va compliqué, pas hein, se classer comme les ça autres reste scénarios en fait. Mais moi je le mettrais pas dans Ennuyeux ou dans Échec auto en tout cas, largement. Mais je pense que ce serait quelque chose qui serait médiocre ou bon en vrai, parce que c'est quelque chose quand même qui est pas non plus vraiment lourd en fait. C'est juste que ça fait un petit peu d'odane en fait par rapport si tu veux juste jouer un scénario. Mais si tu apprécies le côté narratif et surtout si tu veux explorer un petit peu les différents embranchements, notamment quand tu commences à faire les quêtes annexes qui te demandent de placer des pétards un petit peu partout dans la map, il y a quand même pas mal de rejouabilité pour ça. Et cette rejouabilité est très visible dans les préludes en fait. Moi, à titre personnel, je le mettrais dans bon, ne serait-ce que pour récompenser l'initiative et l'idée d'avoir voulu faire quelque chose comme ça. Alors c'était pas quelque chose qu'on avait jusqu'à présent. Effectivement, à la longue, c'est pas forcément hyper intéressant, mais à titre personnel, ça m'a jamais bloqué pour me dire, «Je vais jouer». De toute manière, je sais que les scénarios vont être plus compliqués, un poil plus longs, je trouve, à titre personnel. Donc du coup, voilà, si je suis parti pour une soirée, je fais, mon prélude et je fais mon scénario. Ça me donne une soirée bien consistante de jeu et je suis très content. Je le mettrais en bon aussi parce qu'en fait, sur table, ça me prend 10 minutes un prélude, mise en place comprise parce que, bah, la map à force, je la connais par cœur. Je sais où vont les je sais où vont les lieux et bah, tu t'orientes, tu sais vers quel PNJ tu as envie de te diriger donc ça durerait une demi heure, je pense que je le défoncerais, mais comme c'est relativement court et que la mise en place est pas fastidieuse, pardon, je pense que médiocre, ce serait un peu sévère. Mhm. Ouais, ça marche. Puis du coup, ben, spécial dédicace à la mère Rachel au passage, qui est la préférée de tout le monde. Et du coup, sur Choix de ces mots. coiffure, elle a été tondue à la Libération, hein. Enfin, tu dis ça, mais la mère Rachel, à la première soirée, tu quand même contente de la voir. Voilà. Parce que Oui, bon, en même temps, t'as pas pour le vraiment de fait raison de pas la prendre, en fait. C'est ça le truc, j'ai envie de ouais, dire non, j'ai envie de faire plus on dur, on pourra en parler des scénarios de nuit, mais Ouais. voilà. Bon, C'est après, on a appelé les 5 premiers scénarios qui vont venir, là. Je disais les scénarios de jour, mais on peut aussi les jouer de nuit. Même si, ben, Ce que personne ne fait, c'est pas vraiment une bonne idée, en fait. non. Donc, Ce qui d'ailleurs est un reproche qu'on peut refaire à la campagne, hein, parce qu'on te dit que la nuit, tu peux soit te faire le scénario qui est prévu, soit un de ces scénarios-là, mais en fait, tu te pénalises le chaos back en te rajoutant une tablette et un un de chaque, hein, je crois, je hein. crois que c'est plus que ça, ouais, ouais. Ouais. C'est un ouais, un c'est un cultiste, une tablette et une chose ancienne, je crois. tablette et choses anciennes, je suis sûr, peut-être le cultiste aussi du coup, mais j'ai un doute sur le cultiste parce que, je sais plus si c'était sur cette campagne que le cultiste est bénéfique, Ah, c'est le Il cultiste, mais l'est, non, ouais. Jusqu'à la fin. jusqu'à la fin, ouais. ouais, Le Ouais. problème, c'est au ouais, destin ouais. du Val, le cultiste, c'est pas la bonne idée, quoi. Mmh. Mais il y a ça et puis narrativement, on a dit qu'en fait, tu allais faire certains scénarios pour te renforcer ta relation avec certains PNJ parce qu'à la fin, en fait, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il faut que tu aies un certain niveau de relation avec les PNJ et faire les scénarios de nuit, ça sert à rien parce que les PNJ sont pas là, ils dorment. Donc tu vraiment aucune raison de le faire de nuit, donc effectivement, ce sont au final des scénarios qu'on fait tous de jour, quoi. Mhm. Ouais. Et donc le premier dans la liste, donc c'est écrit dans la pierre ou dans la roche, je sais Gravé dans plus. la roche. Mais ouais, je voulais pas référer la chanson, mais bon voilà, c'était. Ouais, moi, je le fais, moi, y a pas de souci. Mais oui, c'est le scénario de la mine. C'est la mine? Ouais, Ouais. Ouais, il faut me parler simple, moi. oui. La mine. Une mine, ok. Donc, bah, j'aime bien la mine. Scén scénario en espèce enfin, un peu Ouais. 2 parties à la mine. La première partie, on explore, on va jusqu'au point de contrôle et ensuite c'est Disneyland. On rentre dans un wagon et ça part un peu dans tous les sens.
Ouais, il y a ces 2 parties. La deuxième partie, elle est influée par les résultats, enfin le nombre de ressources qu'on a acquises dans mes souvenirs sur la 1re partie. Heu, le scénario est assez dépendant du nom du de quel jour on le joue aussi, je crois. Si on le joue jour 3, c'est plus compliqué que jour 1. Voilà, sur Bah, les particularités, hein, c'est surtout par rapport à l'arc narratif avec, Simon de justement. Siméon, ouais. Ouais, si tu vas pas, bah, Ouais. voilà quoi. Tu dois y aller sur les 2 premiers jours pour Siméon, ouais. Ouais. Moi, à titre personnel, c'est, de jour mon scénario préféré. On a des cartes lieux avec des rails qui sont, dessinés aux angles, à différents angles en fait, des cartes lieux qui sont les connexions à faire pour le wagon et c'est super, super, super drôle à jouer, quoi. Alors la mise en place, elle est un peu galère, il vous faut une table qui soit un peu grande, mais c'est vraiment super Oh, agréable à tu joué jouer, les quoi. confins, c'est bon, les grandes cartes, t'as l'habitude à force, hein, Ouais, Ouais. c'est ça. Voilà. En fait, en termes de mécanique, donc il y a cette première partie qui est un petit peu anecdotique, où on doit effectivement, récolter des ressources pour la deuxième. C'est pas du tout nécessaire, hein, il y a pas besoin de le faire, c'est juste que ça va nous faciliter la vie pour la deuxième partie. En fait, on commence avec une carte en forme de U inversée. On commence sur une extrémité et en gros, on doit atteindre l'autre extrémité, de la map. Enfin, pas l'autre extrémité du U, mais on doit atteindre le coin, opposé de la map et en fait, notre wagon, il va se diriger, dans une certaine direction. Quand on entre dans un lieu, on doit le diriger vers une des positions cardinales, donc il va se diriger vers le lieu d'après et pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait sur notre carte un rail qui parte dans cette direction, mais qui est aussi un rail dans la bonne direction sur le lieu d'arrivée. Sachant qu'il y a une partie des lieux qui sont placés de manière fixe dans la mise en place, mais le reste des lieux est réparti de manière aléatoire. Et en fait, toute l'idée, ça va être de déplacer les lieux, parce qu'on a le droit de déplacer les lieux moyennant des indices, si je dis pas de bêtises, Mmh. soit en les faisant glisser, soit en les intervertissant. Et c'est un puzzle que je trouve absolument génial parce que il n'y a pas moyen au départ d'atteindre la sortie, donc tu vas te demander comment tu fais pour déplacer les lieux de manière optimale en y arrivant, sachant que quoi que tu fasses, ton wagon il va avancer à la fin du tour. Et c'est à ça que servent les ressources que tu auras collectées, c'est que tu peux soit le faire avancer de 2 lieux d'un coup, soit l'empêcher d'avancer à ce tour-ci, mais il va avancer et si tu arrives dans un lieu où il n'y a pas de connexion, tu meurs. C'est tu meurs, il y a pas de c'est tu meurs, voilà, fin du scénario, quoi. Donc ça te met la pression, tu pas de chance, il faut réussir et c'est super équilibré. Moi, je trouve que le scénario c'est un bijou de design parce que c'est hyper, original dans les mécaniques. Mine de rien, le placement partiellement aléatoire des lieux, là aussi, il est super bien vu parce que je l'ai rejoué plein de fois et à chaque fois, j'ai la même expérience de la mise en place de départ me permet pas de rouler sur le scénario, mais d'un autre côté, il y a toujours une solution pour s'en sortir. Donc là, je pense que le truc, ils l'ont playtesté à fond la caisse. Et alors, comme d'habitude, ils nous font le coup de nous mettre à l'autre extrémité du U un petit objet à aller récupérer en te disant, tu ferais pas un petit détour pour aller le chercher? Et à chaque fois, tu te dis, je vais le faire. À chaque fois, quand tu le fais, tu dis, putain, je suis dans la merde. Et ça, c'est vraiment bien vu aussi parce que tu vas te mettre une pression supplémentaire potentiellement, quoi. Et puis l'objet, il est Ça utile c'est dans le final en plus, hein, si tu prends une certaine route, hein, donc Bah, c'est un peu l'arc parti le sous-arc qui est lié à Rachel et aux anciens, proprios de l'île. Ouais, il y a 3 petits objets à récupérer, qui peuvent être utiles quasiment que pour le final. heu, bah, on peut Non, tu peux les parler revendre dans les préludes pour gagner de l'XP. on peut aussi Ouais. mentionner le deck rencontre d'ailleurs, parce qu'il y a il y a quand même un accent assez fort sur le discard, de pas de défausser des cartes de sa main. On a la traîtrise qui est bah, un parallèle à par-delà le voile qu'il y a dans Dunwich, qui va nous donner 5 horreurs si on a une main vide. Ouais. Et il y a beaucoup de trucs qui jouent là-dessus. Et au passage, les traîtrises que tu auras selon la journée où tu te trouves va pas forcément être les mêmes. Et je sais, est-ce que de mémoire c'est celle du deuxième jour qui pique un petit peu le plus, celle qui te fait perdre des actions ou des indices? Celle-ci elle est assez violente il me semble, surtout si t'es pas enquêteur. Je sais plus par cœur. Ouais, t'as la plus torrentielle au deuxième jour. Puis la troisième c'est celle qui te fait qui te fait prendre des erreurs ou perdre des cartes de ta main. Et la première c'est 3e la première c'est le test d'agilité qui peut te faire des dégâts ou des ressources en moins.
Ouais. 3e jour, tu surtout la créature des cavernes, je crois, qui arrive presque directement en jeu, je crois. C'est pas la nuit, ça, juste? Mmh. Je sais que la nuit, t'as un boss en plus dont tu dois t'occuper. Je vous fais confiance, moi je le joue que les 2 premiers jours. Ouais. Ouais, C'est un pareil. très bon Moi, scénario à faire en premier, ça aussi, au passage. c'est un peu le souci, Ouais. quoi, c'est que tu le joues principalement pour l'axe de Siméon et pour moi, c'est le meilleur scénario de jour, donc du coup, il peut être un peu bypass et en scénario random, pour la 3e journée, c'est pas une bonne idée, quoi, donc c'est dommage. Mhm. Mais c'est un excellent scénario. Bon, moi, j'ai rien de négatif à dire dessus. Bah, justement, en fait, il a un peu l'effet inverse des préludes, où la première fois, tu vas être un petit peu rebuté en fait, par la mise en place, mais les fois suivantes, bah, ça passe tout seul, en fait, parce que tu te rends compte que c'est très explicite, c'est très limpide, en fait, une fois que que tu as l'habitude des lieux. Ça, c'est un truc vraiment que tu vas mettre en place, tu poses les lieux, tu sais où ils vont, et tu sais implicitement, en fait, comment est-ce que tu vas déplacer les lieux avec les indices ou avec les ressources aussi. Et c'est un scénario aussi qui se scale très bien par rapport au nombre de joueurs aussi. Ouais. Bah, c'est toujours pareil, c'est qu'un scénario qui te fait avancer automatiquement, en fait, mine de rien, c'est un gain d'action par investigateur et donc du coup, ça te permet d'avoir, d'autres interactions, soit de jouer peut-être plus de soutien, soit d'être plus libre dans les actions de jeu que tu veux faire pendant le scénario. Donc ça, c'est toujours intéressant. Je vais quand Ouais, même le si ce mettre. n'est que contrairement à la course-poursuite de Innsmouth, ici tu as quand même la pression malgré le gain d'action, donc je pense que l'équilibrage là, il est quand même vachement plus abouti. Ouais, parce Mmh. qu'on parle d'aller trop vite ou de pas aller trop vite à bah, mourir, comme tu disais. Donc Ouais. là, il n'y a pas de cadeau là-dessus, hein. Mais bon, je vais quand même le mettre en échec auto parce qu'on peut pas jouer Luc dessus, en fait. Ouais. Ah, c'est vrai que tu es obligé de rester dans le wagon, ouais. Ouais. Bon, mais sérieusement, où est-ce qu'on le met? Parce que bah, on est tous les trois d'accord sur le fait que ce soit un très bon Ah, scénario quand même. pour moi pour moi, il Je me rappelle pas du est nom des alors catégories, j'ai moi. plus ouais, moi je le mettrais en excellent, je pense. Je serais pas contre le mettre en excellent non plus, parce que justement, je regarde la tisseuse du cosmos, c'est aussi un bon scénario en fait qui va jouer sur des mécaniques assez originales et qui va les appliquer de façon très efficace aussi. Donc, ouais. Par rapport au super, je pense qu'il Sans reste. sans jeu de mots, c'était casse-gueule, en termes de design et pour moi, ils ont complètement réussi le pari, quoi. Mhm. Mmh. Ah bon, on va le laisser là, y a pas de souci, hein. Et donc le suivant, c'est bah, Hemlock House, c'est le scénario de la maison qui veut te manger. Ah ça y est, ça y est, la bagarre commence. Ouais. Allez, scénario suivant. Merci. Attends, quoi? Alors moi déjà, avant Ouais. toute chose, je préface, j'adore la mécanique des lieux ennemis. Ça, c'est un truc fantastique que je veux revoir dans d'autres scénarios, ça. Mais moi, je vois pas de quelle mécanique tu parles. Donc, Hmm. vu qu'on peut sceller, très, très facilement les lieux pour que jamais ils se retournent sur la face ennemie, moi ce scénario-là, pour moi, c'est une balade de santé où je me déplace, j'enquête, je scelle et à aucun Alors moment, ça, c'est le joueur solo qui parle, hein. mais même en multi, hein, franchement, parce que tu scelles, c'est un indice par investigateur, je crois, dans mes souvenirs. Hmm. Donc, Mmh. Ouais. si tu fais, 1er joueur se déplace, il récupère un indice, il pose, enfin, il fait n'importe quoi d'autre et puis l'enquêteur vient et dit: «Je me déplace, je prends X indices et puis je scelle», Enfin, tu ça tu dépend, tu je seras pense que ça dépend aussi au moment où tu le joues. Moi je le joue début dans le jour 3 et il me ouais, semble que ça se retourne, enfin le lieu, s'énerve plus vite, en fonction du jour. Ouais. ouais, Parce que alors chez moi moi, justement, tu as c'est ce des que lieux je veux qui se dire. retournent genre tour 2 quoi, tu vois? Hmm. Moi, c'est très souvent celui que je joue jour 1, sauf si j'ai un scénario spécifique, mais si je joue, Hemlock en un peu mode vanilla, c'est celui que je joue jour 1 parce qu'il y a pas mal d'XP pas trop compliqué à se faire et ça me laisse le choix ouvert sur la narration pour la suite. On peut peut-être en parler, mais il y a, je crois que c'est William, Ouais. dans ce scénario-là, jour 1, Ouais. qui a un soutien qui sera toujours bien parce qu'il booste votre intelligence, donc ça, c'est toujours cool. Il a un on peut récupérer un des 3 soutiens histoire là-dessus, qui est un accessoire, qui joue sur le fait de défausser des cartes et c'est vraiment ultra utile pour la suite et jour 1, on va être simple, il y a pas une grande difficulté. Après jour 2, il est intéressant si vous jouez avec, Judith et Théo, je crois, dans mes souvenirs. Donc Bah, voilà. Judith, elle est au jour 3 dans le manoir.
OK. Ouais, Judith, Bah, elle c'est est au peut-être jour 3 Théo parce que alors moi, qui joue bien. j'y vais au jour 3 pour Judith et Ouais. Théo est au jour 3 aussi, ouais. J'ai OK. Théo et Judith au jour 3. Ouais. Mais donc en fait, il faut qu'on explique la mécanique, hein, parce que tu as un lieu, tu as une Oui, maison, pardon. c'est une grille. Mmh. C'est une grille de 9 lieux avec, un 10e lieu au-dessus qui est le grenier, si je me rappelle bien. Et le truc, c'est qu'au départ, c'est juste une map où tu vas récolter des indices, mais à un moment du scénario, les lieux vont potentiellement se retourner et ça va devenir des lieux ennemis. C'est-à-dire, c'est à la fois un lieu et un ennemi qui va attaquer les investigateurs dedans en face des ennemis comme un ennemi normal, quoi. Et il y a 2 manières de résoudre le scénario. Soit effectivement, comme dit Phocéa, vous pouvez sceller les lieux, c'est-à-dire vous faites les exorcistes et en fait vous envoyez l'eau bénite sur la maison, quoi, c'est un peu ça l'idée. Pour que les lieux puissent plus devenir, des ennemis, soit, vous y allez en mode on va tout cramer et vous attaquez les lieux et au fur et à mesure la maison s'écroule, en fait. Parce que Ça, c'est bien aussi. quand vous vainquez un lieu, bah, tous les étages qui étaient au-dessus vont descendre et donc vous avez 2 possibilités, soit vous faites en sorte d'exorciser toute la maison, soit vous faites en sorte de carrément tout péter, quoi. Moi, je suis un bourrin, donc je pète tout, mais bien évidemment. Mais c'est déjà ça, c'est cool de pouvoir la jouer de 2 façons et surtout, bah, toi, tu parles de sceller les lieux. Je trouve que tout l'intérêt du scénario, c'est justement le fait que les lieux se retournent sur leur face ennemie, pardon. Donc, même si ça peut être techniquement plus compliqué, je trouve que c'est ça qui fait tout l'intérêt en termes de gameplay, quoi. Ouais, mais c'est punitif parce qu'à la fin, dans la conclusion, tu gagnes plus d'XP et tu as une conclusion améliorée en fonction du nombre de lieux scellés. Ah oui, non, moi Donc, je la joue purement pour le gameplay, hein. moi, je suis d'accord avec Je toi. Moi, sais pas, quoi. je l'ai joué avec Nathaniel Cho en solo. Mon seul but, c'était de dire: «Bah, en fait, j'attends que mon lieu, il se retourne ou que le lieu à côté, il se retourne et puis j'y vais, je le marave et puis à la fin, il y avait plus de maison, quoi. Je veux dire, il restait Nathaniel et ses grandes box. Mais, mais pour autant, j'avais pas l'impression que c'était plus intéressant que la ma que le fait de sceller et et par contre, bah, du coup, j'étais puni en conséquence, quoi. Les lieux tapent fort et ils ont pas mal de PV, si je me rappelle bien, parce que tu as 6 ou 7 PV par lieu, en multi en tout cas, parce que tu en as X plus X fois le nombre de joueurs. À 2, je pense que c'est 6 ou 7 PV en moyenne pour un lieu, donc c'est quand même du solide. Et ils tapent quand même pas mal, parce qu'ils tapent à. Je pense qu'ils mettent 2 dégâts ou 2 horreurs, ou. Enfin, ils mettent une combinaison de 3, je pense. 2 plus 1 ou 1 plus 2, la plupart du temps. Je sais qu'ils font Si, pas si je me d'attaque rappelle bien. d'opportunité, et Faut c'est pas la juste dose que d'opportunité. si t'es dessus quand ils se retournent, ils t'attaquent tout de suite aussi. Ouais, Ouais ouais. Alors il y en a qui, et ça, quand ils c'est se un énorme retournent, problème, parce je qu'il y a la trouve. même mécanique. Ouais, vas-y. Pardon, excuse-moi, je trouve que c'est un problème, en fait, qu'ils ne mettent pas d'attaque d'opportunité. Ah Parce ouais. qu'en fait, tu peux très bien gérer le lieu en disant: «Il s'est retourné, il y a eu un effet». Tu Bah, en fait, hop, je me barre dans le lieu d'à côté ou dans le lieu d'en dessous, qui lui est safe et en fait, finalement, bah, tu passes aussi à côté de la mécanique, quoi. C'est vrai que ça aurait été intéressant qu'ils mettent les attaques d'opportunité et c'est vrai que le truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a la même mécanique que les araignées sur les dévoreurs de rêves, puisqu'en fait, il y a un chaos bag à part dont on va révéler des jetons et il y a un des jetons qui dit: «Votre lieu se retourne et devient un ennemi». Il y en a un qui dit, «Le lieu chaque lieu attaque l'investigateur qui est dedans». Si je dis pas de Là aussi, si je dis pas de bêtises. Ça, Ouais, c'est en face du mythe, hein, donc même si vous avez échappé à un lieu, il vous réattaque et il y a un jeton qui fait rien. ouais, Et donc les lieux vont se retourner comme ça progressivement, quoi. puis le sac il dépend du jour où t'es aussi, donc t'as moins d'options qui font rien justement si tu fais ça au troisième jour. Ouais, c'est ça. Au jour 3, tu as une chance sur 3 à chaque fois qu'un lieu se retourne, alors qu'au jour 1, c'est une chance sur 5. Ouais, puis au 2 ça crame aussi, au Hem, jour 2. Ah ça, c'est mais bien c'est ça. que Mm. Ça, c'est avec ouais, les il y a des cartes qui c'est le crament, set ouais. de rencontre, feu Ouais. et je Ouais. trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée, en fait, ce set de rencontre. Donc c'est un set de rencontre générique, hein, pour les viewers, qu'on retrouve dans un des meilleurs scénarios du jeu. On y reviendra plus tard. Le Mais final. et donc c'est en fait, c'est des traîtrises qui s'accrochent au lieu et qui disent à la fin du round, toutes les cartes qui sont dedans, elles prennent un dégât à toutes les cartes qui peuvent prendre un dégât et donc du coup, il y a un et pardon, il y a une deuxième capacité qui est de dire: «J'attache cette traîtrise à un lieu qui est connexe à un lieu qui a déjà une traîtrise au feu qui est attachée» et donc du coup, il y a toute une mécanique de placement de ces traîtrises-là, parce qu'il y en a pas un nombre infini, pour tirer le maximum en fait de ce petit dégât qui va être mis à la fin du round automatiquement. Mais il faut pas jouer avec le feu parce que du coup, il faut tout faire pour ne pas se Ah! retrouver dans ces lieux-là, aussi. Ça c'est une très, 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 très bonne idée de la campagne. Ouais. Mhm.
Après ça me paraît quand même plus difficile en fonction du nombre de joueurs, parce que pour sceller ton lieu, si je dis pas de bêtises, il c'est une action de sceller Mmh. ton lieu. Ce qui veut C'est dire une qu'en solo, action. tu peux sur un tour, tu peux dire, «J'enquête, je scelle, je me déplace», alors qu'en multi, il faut que tu récupères en plus de ça 2 indices. Donc il te faut une économie d'action à chaque tour pour, maintenir le rythme. Ce qu'à un moment tu vas pas être capable de faire, systématiquement, sauf un Viscateur pété. Donc il y a de toute façon des lieux qui vont se retourner, mais bon voilà, c'est pas non plus le scénario le plus difficile, mais en termes de fluff, moi je trouve qu'il est très sympa quoi, mais Mhm. Ouais. Bah après, il est bien différent de celui de la mine aussi. Je veux dire, t'as pas du tout les mêmes sets de rencontres dans celui-ci. T'as pas de. Bah, t'as plein de PNG différents en fonction de la journée, comme on avait dit. Il y a Gideon aussi le jour 1, je crois. Ouais, Je me trompe pas, ouais. si, ouais, il y a ouais, ouais. Gideon dans le salon, enfin, le lieu en bas à gauche là. Et même le lieu, même le dernier acte, tu dois aussi choisir comment est-ce que tu vas t'en occuper, parce que tu peux très bien lui mettre le maravé, ou tu peux juste bah, le sceller comme les autres aussi, même si c'est un petit peu plus difficile du coup. Tu peux pas le sceller, tu dois le vider de ses indices à mes souvenirs. Et comme tu prends pas Pareil, d'attaque d'opportunité, c'est pareil, tu fais. Bon, après, tu peux évader le lieu aussi, donc ça c'est pratique. peut-être. Bah, après, du coup, bon, moi, je trouve que c'est un scénario qui est très plaisant aussi. Pas aussi bon que la mine, après, je dirais qu'il est un petit peu moins bien que la mine. Ouais. Mais Fossa, il aime pas, je crois. Moi j'aime pas, après j'ai un avis particulier, du joueur solo, donc à titre personnel, je le mettrai en médiocre. Après je comprends Ah ouais, complètement qu'il y a une, ah mais moi Hemlock, c'est tout ou rien. Mais, en fait, après, je comprends totalement qu'il y ait, des configurations différentes et donc du coup, des sensations de jeu différentes en fonction du nombre de joueurs, du nombre de joueurs. Donc, la majorité l'emporte, hein. Ben, du coup, ce serait moi, je le serais plutôt pour le mettre en super, personnellement aussi. ouais, moi Mais aussi. est-ce qu'on le met en bon quand même pour équilibrer, ou comment est-ce qu'on fait? C'est juste que moi, je le compare on met les préludes en bon. Moi, je dis ça c'est mieux que les préludes, typiquement. Donc, Mmh. de toute façon, on va le mettre en super pour l'instant, et puis on verra après si on veut recomparer par rapport aux autres scénarios. Notamment le suivant, donc qui est la lande silencieuse. Fallait tenir la souris, faussée. Non, mais attends, il y a je garde toutes mes forces pour le marais, t'en fais pas. Oui. Il y a donc la suivante, c'est la lande silencieuse. Donc c'est le Ouais. scénario de la colline avec les fourmis, du coup, avec la colonie. Et celui où on doit récupérer des cadavres qu'on doit livrer. Ouais, OK, voilà, oui, c'est bon, OK, voilà. J'ai toujours du mal avec les noms des C'est scénarios. En fait, peut-être quand les alors campagnes sont pas linéaires, moi je suis toujours paumé, moi. OK, c'est bon, le je l'ai. scénario qui, pour ceux qui veulent un peu rattacher la campagne aux écrits de Lovecraft, pour moi, c'est celui qui est le plus proche de la couleur tombée du ciel, je trouve. Et même s'il y a l'aspect insectoïde qu'il y a pas forcément dans le roman, il y a tout ce côté, justement, mutation et choses bizarres qui est peut-être le mieux exploité ici, dans un scénario de jour. Moi j'ai un peu le problème inverse, c'est que c'est toujours le scénario que je joue jour 3 parce qu'il y a pas trop d'impact négatif à le jouer jour 3. C'est un scénario que j'aime bien parce que j'aime beaucoup cette mécanique des cadavres, à les trouver, à trimballer, où il y a une contrepartie à aller les positionner dans les bons lieux. On a une petite carte et ça j'aime beaucoup en fait les scénarios et les petites cartes. Et en même temps le set de rencontre, je l'aime le set de rencontre spécifique à ce scénario-là, je l'aime beaucoup aussi avec les différents types de fourmis qu'on peut rencontrer. Voilà. Et on parlait de Mère Rachel tout à l'heure. Il y a une interaction avec Mère Rachel qui m'a mis le doute sur mon attitude à avoir envers elle. Voilà. Je ne savais pas trop si je la poussais de la falaise ou si je la surinais en douce, mais voilà, là, il y a une interaction où elle m'a fait un peu pitié, j'avais presque envie de la prendre dans mes bras, donc voilà. C'est, heu, Tu revenu à la maison, quoi. ouais, je suis Ah, tu revenu à viens la plus. raison, je l'ai poussée de la falaise. En fait, je suis en train de regarder parce que j'ai peur de le confondre avec le suivant, dans les mécaniques. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les mécaniques du scénario? Parce que je Les mé suis plus sûr si c'est les dans celui-là mé ou les mécaniques, dans le suivant, il y a du jour-nuit. Bon, on Ouais, verra je peux après le pas faire ouais, plus suivant, c'est on dans peut, l'autre. dé- on Ouais, peut ouais, c'est décrire l'autre, c'est bon. celui-ci pour Voilà. l'instant.
T'as juste le Et gros, celui-ci, en t'as fait, juste la reine des fourmis Donc c'est qui peut pop. c'est dans celui-ci ou c'est dans le suivant où tu vas révéler des lieux au fur et à mesure? Alors dans Enfin, celui-ci, tu as tu des vas mettre en lieux. jeu des c'est dans le suivant que tu révèles des lieux au fur et à mesure. Dans OK. celui-ci, Donc tu as Là, là, les cartes rencontres qui sont les cartes lieux qui sont sur les lieux existants en fait. Et mmh, tu vas aller devoir aller dessus pour les révéler et tu vas trouver des tunnels justement au fur et à mesure. Et oui, c'est ça. il y a pas de modification avec le cycle jour-nuit, c'est vraiment juste tu trouves les colonies et c'est là où tu peux récupérer les objets clés. Mais du coup, C'est c'est ici que tu dois dans une cave, trouver tous les indices pour révéler un lieu connexe, c'est ça? Ou c'est dans le suivant ça? ça c'est le suivant ça. Ça, c'est le ouais, suivant, tu vois? Je Ouais, confonds les 2. et en fait, dans celui-ci, tu as toutes les interactions du codex qui sont dans les lieux tanières de fourmis ouais. et où typiquement, en fait, pour sceller les cadavres, tu peux le faire via des indices, mais tu peux faire des tests d'échappement et ce genre de choses de mémoire pour faciliter les actions. Mmh. Heu, l'autre chose qui est vraiment, enfin, vraiment caractéristique de celui-ci, ça va être les larves de fourmis que tu vas voir. Ça va être, les fourmis qui vont être distantes à certains moments et puis quand tu as la matriarche qui arrive, elle te tombe toute sur la tête, voilà. Bon, apparemment pour Portinus, ça l'a pas, beaucoup marqué, Non, mais mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des cavernes dans celui-là et dans le suivant et du coup, moi, je les confonds, quoi, donc j'ai peur de dire des conneries sur les mécaniques. Il y a un truc qui m'a marqué beaucoup plus dans le suivant, les cadavres, ça je m'en rappelle, mais je suis plus tout à fait sûr de la manière dont les lieux rentrent, en fait, pour être honnête. Hem, c'est enfin, ça montre aussi que c'est pas un scénario qui m'a marqué, quoi. Ni en bien ni en mal. C'est-à-dire que je le trouve pas raté, mais je le trouve pas non plus mémorable. Je Alors là, si je dis pas de bêtises, les cadavres quand tu les gardes, tu prends un malus à la fin du tour quand tu les as sur toi, non? Ouais. un dégât et une horreur, je crois. Il me semble. Dégâts et une horreur, ouais, c'est ça. Ça dépend duquel tu as en fait. Il y en a un qui met un Mmh. dégât, il y en a un qui met une horreur et il y en a un qui met les 2. C'est pas ça? Un truc dans le genre, ouais. Je sais plus exactement, mais bref. Ouais. Je sais Bah, qu'il y bon, en a l'idée, c'est 3, qu'en fait, tu vas choper le cadavre, tu vas tracer pour aller le ramener dans le lieu central où tu veux mettre les 3. Heu, mais voilà, pour moi, il se laisse jouer, quoi. C'est 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 plaisant, mais c'est pas non plus, un truc où je saute de mon siège, quoi. Ouais. Bah, il est un petit peu plus classique quand même par rapport aux 2 d'avant. Mmh. C'est vraiment, bah, tu vas avancer dans la map de début, ensuite tu vas commencer à voir les nouveaux lieux, tu vas choper l'objectif et puis, bah, après le scénario peut potentiellement prendre fin sans avoir faire apparaître la matriarche du tout, donc si tu te débrouilles assez bien en tout cas, tu peux finir assez vite quand même ce scénario-là. Ouais. Bah, Et c'est tu ça, en as fait, moi, un je l'ai pas souvent la matriarche. Tu un des 3 objets caractéristiques de la campagne qui est dans celui-ci aussi, je crois, le journal de Ouais, la le famille journal des Pierce, je perles, crois ouais. qu'il est dans, ouais, des perles, pardon, ouais, il est dans ce scénario-là. Ouais. Mmh. Moi personnellement, ça me dérangerait pas de le mettre en bon, parce que je vois, il est assez plaisant. Pour moi Ouais, il est aussi, bon. ouais. Il y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, mais oui, ça reste un bon scénario de toute façon. Bah, il est difficilement critiquable, c'est-à-dire que ce qu'il fait, il le fait bien sans forcément que ça soit exceptionnel ou qu'il y ait des grosses erreurs. Mais au moins l'avantage, c'est il souffre pas d'un errata qui a été posté après, ou d'une mécanique qui est complètement mal exploitée alors que le Seigneur des Anneaux fait la même chose, 6 ans avant, quoi. Mmh. Après, c'est intéressant parce qu'on parle toujours de faire le scénario et on n'a pas la même opinion sur quel jour on devrait le faire, donc c'est bon signe en fait, parce que ça veut dire, Mmh, bien chacun va sûr. jouer la campagne de sa propre manière et puis c'est intéressant de faire le croisement en fait. Mais c'est Et pour moi ça c'est d'ailleurs aussi la une des grosses, qualités d'Hemlock, hein. C'est qu'en fonction de l'épilogue vers lequel tu veux te diriger, tu vas pas les jouer dans le même ordre, les scénarios vont pas se passer exactement de la même façon, alors ils sont pas, drastiquement, différents, mais ça te met pas forcément la même pression sur un scénario, selon que tu le joues le jour 1 ou le jour 3, donc ça donne un regard neuf sur un scénario que tu pensais connaître, c'est sympa aussi, quoi. Mmh. c'est aussi la preuve que c'est une grande rejouabilité, hein. Ouais. Et donc le suivant, c'est la sœur perdue. Donc c'est celui où, le cycle jour-nuit dépend du lieu où tu te trouves, en fait, si dans une grotte ou pas. Et Ouais. bah, c'est celui où tu vas prendre un crabe et tu vas faire plop. Et c'est aussi Moi, j'ai le un gros problème scénario. avec ce scénario. Ouais. Ouais, vas-y. Non, je disais, c'est le scénario aussi où il y aura le plus gros focus sur bah, Théo et sa sœur Eva Green, du coup, comme tu l'appelles. Tout à fait.
Ouais, c'est un pour moi, c'est un peu le scénario autoroute, c'est-à-dire que dès le début, on peut avoir tendance à aller le chercher jour 1. Hem, c'est un scénario que j'ai bien aimé jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait un problème sur la mise en place et qu'il y avait un errata sur les lieux à révéler. Le limul, la mécanique du limul, pour l'affronter, elle est vraiment super. Le fait que tu le retournes en fonction des lieux, si le lieu est sombre, si le lieu est jour et cetera, il prend des dégâts, il change de caractéristiques, c'est vraiment cool. Mais le problème, c'est que tu multiplies les effets de jeu parce qu'on va te dire, quand tu es dans un lieu sombre, tu appliques tel effet, mais si mon lieu est sombre, mais qu'en fait j'ai fait telle réaction, il est plus sombre, il est jour et donc du coup j'applique les effets jour. Enfin ça commence à être, c'est une grosse source de misplay. Et je suis désolé, mais il y a cette espèce de randoming sur les en fait, pour passer le premier acte, il faut avoir fait 2 actions spécifiques dans 2 lieux différents. Ces lieux différents, ils sont mélangés dans un deck d'exploration, en fait, hein, pour faire simple. Et moi, voilà, les choses font que, le deuxième lieu, il est toujours au fin fond, au fin fond au fin fond du deck. Et heu et puis, bah, ça m'énerve en fait d'être complètement dépendant de ça, J'ai exactement le même problème que donc toi, voilà. perso. Je déteste le fait de d'avoir le lieu en Ah mais, dernier, et du coup, tu te retrouves à faire 10 lieux de suite où tu fais: «Je le vide, je passe au suivant, c'est pas celui-là, je le vide, je ouais, passe au suivant, c'est pas celui-là, je le vide, c'est pas celui-là», et ouais, tu finis les 3 actes Ouais. en 2 tours après. ouais. Parce Puis que, tu es obligé bah, de vider les ouais. lieux, hein, Alors, il y a une action dans le lieu de départ qui te permet de regarder, si je dis pas de bêtises, les 3 premières cartes du deck des cavernes Mais ça n'aide et pas, les en fait. réarranger. et de les réarranger, tu dis? Ça n'aide pas Bah, je vraiment, t'avoue que moi, ça. je le joue comme ça, maintenant que je sais ça, c'est que j'ai mon enquêteur en duo, hein, en solo, tu oublies, mais j'ai mon enquêteur qui vide les lieux et l'autre qui regarde chaque fois les 3 premières et qui fait: «OK, elle est pas dedans, tant pis», et puis, je regarde la troisième du bas, du coup, le tour suivant, j'essaie de faire remonter le bon lieu, quoi. Ce qui est pas super génial comme type de gameplay pour le fighter, hein. Ton rôle, c'est juste de meuler le deck des cavernes, quoi. Mais, en fait, mon problème, c'est que ce que toi Phocéa, tu disais comme étant la qualité, c'est en même temps son défaut. Enfin, tu l'as dit très bien, hein, c'est que à la fois, ça amène toute l'originalité du scénario d'avoir des lieux qui sont souterrains et donc en fait considérés comme étant de nuit, et des jeux des lieux qui sont en surface et donc considérés comme étant de jour. Ce qui fait qu'une même carte, parce qu'on parle du gros ennemi, mais il y a d'autres cartes qui interagissent exactement de la même façon, selon qu'on est le jour ou la nuit, elles ne se comportent pas pareil. Parfois elles vont être distantes le jour et elles vont être massives la nuit, ou inversement par exemple. Mais et donc en fait, en fonction des lieux, les mêmes cartes vont se comporter différemment, mais ça amène une charge mentale que je trouve complètement, absurde compte tenu du scénario. Ça aurait dû se limiter à l'ennemi de fin, qui soit le seul à interagir avec cette mécanique, jour-nuit. Mais quand tu as à table 4-5 cartes en même temps qui font ça, c'est insupportable, quoi. Il y en Notamment a un qui est on chasseur. parlait d'Eva Green, le pire c'est Eva Green, elle fait ça, quoi. C'est une alliée, Oui, elle te putain. donne +1 de force le jour et elle te donne +1 d'évasion la nuit. Mais bordel, combien de fois je me suis pas dit: «OK, j'ai +1 de force», et puis je regarde, je fais: «Ah ben non, je suis dans un lieu caverne, en fait, j'ai pas +1 de force». Et c'est pour dire le nombre de trucs qui se passent en même temps, quoi. Et c'est juste too much, quoi. C'est juste too much, en termes de charge, c'est dommage parce que je trouve effectivement que c'est sympa ce truc avec l'ennemi. En fait, pour être tout à fait honnête, la première fois que je l'ai joué, j'avais pas compris ce truc. Je comprenais pas qu'il se retournait et donc je me disais: «Il est quand même costaud, quoi». Jusqu'au moment où tu te rends compte qu'il y a moyen de l'arnaquer, complètement, parce qu'il y a moyen de l'arnaquer et ça devient presque ridicule à quel point tu peux le fumer. En fait, pour moi, l'ennemi le plus dur de ce scénario, c'est pas le gros ennemi qui arrive, c'est C'est le cet ennemi de crustacé, merde que tu mets de côté, le crustacé. Mais bordel, le crustacé, j'ai envie de le tuer. qui se retourne J'ai envie aussi, de hein, le tuer. d'ailleurs, hein. Ouais, le Moi crustacé, en fait, moi, alors il c'était y a la un lieu. mousse, le problème. La mousse est dégueulasse aussi, mais tu peux encore la gérer, surtout quand tu mets la mousse sur un sac à dos, par exemple. Mais, moi, le truc qui m'a rendu dingue, c'est ce crustacé, parce qu'il y a un lieu, donc tu révèles les lieux au hasard et en fait, tu essaies de révéler tous les lieux. Il y a un lieu qui est une alcôve, je sais plus exactement comment elle s'appelle, et on te dit: «Quand tu révèles ce lieu, tu vas chercher un des crustacés de l'autre côté». Le crustacé,
il a 3 points de vie, plus un nombre de points de vie égal au jour où tu es. Donc tu viens au jour 3, il a 6 points de vie. Et son texte dit, chaque fois qu'il devrait prendre des dégâts, tu réduis ça à 1. Mais bordel. Donc t'es en train de me dire que je dois le taper 6 fois. Mais c'est quoi ce gameplay, quoi? Enfin, je sais pas. Voilà. Et dans le sens charge mentale, il y a un ennemi qui est chasseur dans les lieux sombres. Et moi, ça va de me dire, ok, c'est bon, là, il est dans un lieu sombre, il est chasseur, je le déplace dans le lieu d'à côté, du coup, il va passer jour et donc du coup, c'est bon. Et à me rendre compte qu'en fait, il y avait tout un petit chemin par lequel il pouvait passer, dans lequel il restait sombre pour venir jusqu'à moi. Et je me suis dit: «Mais attends, mais là, du coup, on le joue comment, en fait, le scénario? On le joue sombre règle, le chemin le plus court vers l'investigateur ou on le joue, bah, dans l'intérêt de la carte qui est de dire: «Je suis les lieux sombres jusqu'à Mhm. me déplacer». Et là, je me suis dit: «Mais c'est une prise de tête qui est complètement inutile, quoi». Finalement, ce que je veux, moi, c'est la grotte aux champignons, rencontrer le limule, lui mettre un coup qui parte dans un lieu clair, qui se retourne, qui prenne un dégât, que je l'attire dans le lieu sombre et cetera et cetera. Je ne vais Mhm. pas me poser la question de savoir qu'est-ce que je fais avec mes cadavres, avec ma mousse et avec mon crustacé. Je suis pas là pour faire une recette de cuisine, quoi. Donc par contre, effectivement, si vous suivez l'arc Théo, qui est un de mes arcs préférés, il est obligatoire, quoi. Il est vraiment Mais obligatoire. Théo, il te donne un déplacement gratuit par tour. Évidemment que tu veux Théo en plus. C'est ça le problème, Il est c'est que trop fort. Ouais. tu veux Théo parce que c'est l'allié le plus fort, hein. Il est super facile à avoir. Tu veux Théo et donc tu dois te taper ce scénario pour Ouais, avoir Théo. Mais ce scénario, enfin, c'est pas abouti, je trouve. c'est dommage. C'est pas, l'idée de base est bonne, mais ça manque de finition, quoi. Tu vois, dans le moment où tu dois élaguer pour simplifier tes mécaniques à la fin, ce moment-là, il n'a pas eu lieu. C'est dommage parce que Et je le dis au niveau flop, il est cool quand même, hein, je trouve, malgré tout. Autant, c'est vraiment au niveau des mécaniques qu'on a des problèmes, quoi. ouais. Et je le dis aux viewers qui passeraient par là, mais attention, hein, il y a un errata sur le début du jeu, c'est-à-dire que les 3 premiers lieux que vous retournez, ils doivent être grottes. Parce que moi, ça m'est arrivé une fois, c'est que s'il y en a un qui est pas grotte, bah, en fait, vous pouvez vous retrouver bloqué parce que Non, vous ne si les rajoutez, 3 ne sont pas vous ne grottes, si les piochez. 3 ne sont pas grottes. Ouais. Ouais, pardon, ouais, c'est ça, si les 3 ne sont pas grottes, parce que en fait, vous mettez des lieux du deck d'exploration que connexes à lorsque vous videz un lieu grotte, quoi. Donc, bien le garder en tête. À un moment donné, si vous êtes bloqué, voilà, ça peut être normal et donc du coup, essayez d'anticiper pour éviter de vous refaire toute la partie, quoi. Mhm. Et pour les viewers aussi, Eva Green, on parle de Ellen Peters, hein, parce qu'on l'a jamais mentionné Oui, du coup. pardon. Oui. C'est vrai. La sœur Ouais, de Théo, quoi, ouais. 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 Bah, on le met où celui-ci du coup? Moi, je serais plus partant pour Moi, le c'est mettre en médiocre médiocre. en vrai. Ouais. Je pense, ouais. Bon, ok, moi c'est rapide. Et donc le dernier scénario de jour, donc qui est la chose des profondeurs, donc le scénario du marais avec les lieux qui coulent, Ouais. qui est chiant. Parce que les lieux ne sont pas déjà coulés? Bon, Oui, c'est ça. pardon. En fait, déjà, moi j'ai un problème immédiat avec ce truc, c'est que le lieu coule beaucoup trop vite en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, en fait, alors moi, je le conçois thématiquement comme tu as dit, tu es une espèce de pont, tu sais, de pont de corde qui est à ras de l'eau et au fur et à mesure que ça s'enfonce, et enfin, voilà. Mais ouais, il te met une grosse pression et les lieux se retournent très vite et t'as intérêt à avoir des pieds volants, quoi. Après, moi, je trouve que c'est un truc que j'apprécie toujours. Les mécaniques reflètent très très bien, comment dire, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, c'est un peu comme le comté pardon, l'express le train, quoi. Merde, les noms des scénarios, c'est pas mon truc, hein. Le train de Dunwich, quoi. Tu sais, c'est quand tu ressens dans les mécaniques de jeu l'aspect narratif. Bah là, je trouve que les lieux qui s'enfoncent, ça reflète très bien cette idée que t'es dans un marais et t'es en train de t'enfoncer dans la vase. Ce truc-là, je le trouve vraiment réussi. Mhm. Et après, maintenant, je vous laisse défoncer le reste du scénario. Ouais. Bah vas-y, Moi, Faussaire, j'ai hein. moi, j'ai 2 soucis. Le premier souci, c'est que, bon, outre le fait qu'on mette des dolines et que ce soit pas possible dans un marais, mais, Des le quoi? premier souci, c'est De lui. c'est des pions dolines que tu mets, dans le texte, mais ça n'a rien à voir, avec un marais, quoi. Je trouve que c'est très mal expliqué. J'aurais préféré l'explication, comme dit Portino, des ponts ou simplement qu'on mette des ressources sur les lieux, quoi. Mais c'est qu'une fois qu'on est
passer sur la phase engloutie du coup. Dans mes souvenirs, il y a seulement 2 conséquences, c'est pour la bête des marais et ça, je pense qu'on peut en discuter. La bête des marais, c'est quand même un gros ennemi, qui est assez pénible et il y a une traîtrise qui, elle, est pour le coup, est assez violente. Elle dit, «Si vous êtes dans un lieu englouti, chacune de vos cartes qui peut prendre un dégât prend un dégât». Donc voilà, ça, c'est pénible. Mis à part ça, je trouve que c'est pas très thématique dans le sens où j'aurais aimé un truc qui soit un peu plus pénalisant ou un peu plus dans le thème, on est dans un marais, on est dans le lieu, il est englouti, bah, me déplacer, ça me prend une action dessus, enfin voilà, quelque chose qui soit un peu plus cohérent avec l'histoire. Hem, Là, moi, pour l'avoir rejoué il y a pas longtemps, alors je c'est peut-être parce que je l'ai fait, assez tôt dans la campagne, mais je jouais l'arc, River et William et en fait, bah, toute l'histoire avec River pour le coup, je suis un peu tombé des nues parce que c'était quand même pas super incroyable, quoi. La seule chose qu'on apprend en fait de l'histoire, c'est que, River, elle a été envoyée là par mère Rachel, qui grosso modo l'a envoyée se faire manger par la bête et bah, mis à part ça, je trouve qu'on n'en apprend pas beaucoup sur le personnage et ce qu'on doit faire avec River, c'est vraiment pas intéressant, quoi. Ah oui, tu dois aller chercher des Donc c'est pommes, un c'est peu, ça? ouais, des cranberries ou des cranberges ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus trop quoi, tu vois? Mais effectivement, mais c'est ça, quoi. Et en fait, tu vas la chercher dans un point et tu la déplaces de 2 lieux et puis elle te dit: «Bon allez, je me barre, ciao». Et tu dis: «Mais quel est le rapport entre River, la bête des marais, qui a une conclusion à elle, et la petite tortue super mignonne qui a une fleur sur la tête?» Donc là, tu vois, moi, conceptuellement parlant, j'ai 3 concepts différents dans un scénario et rien ne va. Après, j'aime beaucoup l'histoire de la petite tortue avec sa fleur sur la tête, qui a patrouille et qu'on doit faire en sorte d'amener jusqu'à la sortie. Ça, je trouve que c'est vraiment bien fait pour le coup. Les ennemis lianes qui viennent et qui sont pénibles, je trouve ça vraiment, vraiment une bonne idée aussi. C'est un peu galère, ça peut être source de misplay. Je me rappelle la première fois que je l'ai joué, le fait de forcer le trait patrouille de la tortue, je m'étais planté, donc voilà, lisez bien les cartes, quoi. Mais c'est un scénario qui est, voilà, qui est problématique. Qui est problématique et puis la bête des marais, quoi. Moi, la bête des marais, je trouve que c'est un sac à PV qui est juste pénible, quoi, qui est ultra pénible, elle est furtif, tu la tapes, elle se barre, pour l'éliminer, c'est super compliqué, On n'a pas Je parlé me et du demande s'il y a mot-clé pas furtif un d'ailleurs. je me demande s'il y a pas, ouais, attends, je te laisse expliquer dans juste après ça. Je me demande s'il y a pas un espèce d'hommage à, tu sais, la créature des marais du Seigneur des Anneaux, qui est une espèce de truc, intuable. Le fait que la créature ici la créature elle est alors c'est 15 points de vie en solo et puis c'est 5 de plus par joueur. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose de ça, quoi. OK. Bah, Mais je dis ça, pour le coup, c'est purement une pour la hypothèse, hein, tuer, mais pour la tuer, il faut être motivé. Mais ouais. t'as pas le temps de la tuer, hein, honnêtement, je pense que c'est vraiment, un achievement, tu sais, qui est là. On te dit: «Si tu la tues, tu as 2 points de victoire, félicitations», mais je pense pas que Ouais. le scénario est fait pour que tu la tues, quoi. Bah, t'as même un succès dans le carnet de campagne, hein. Tu tué la chose des Mmh. profondeurs dans la chose des profondeurs, c'est un des succès, donc Mais du coup, c'est là où c'est aussi un petit peu triste, quoi, parce que alors peut-être que je me trompe, mais dans mes souvenirs, la petite tortue, le seul moment où ça a un vrai impact, c'est si tu la sauves au jour 1, je crois. ouais. Ouais, c'est ça. Sinon, jour 2, jour 3, quelle que soit la finalité, c'est la même chose et donc du coup, j'ai un peu du mal à me dire: «Je joue un scénario jour 2, jour 3 pour finalement ne pas pouvoir tuer le boss parce qu'il est quand même très, très gros, sauver la tortue, mais que c'est pas de conséquences positives alors que j'ai pris des risques pour faire quelque chose». Tu as des Bah, j'ai un conséquences négatives peu si tu la sauves pas, quoi. ouais, ouais, ouais. Ah, mais ça d'un côté, c'est logique, tu vois? Je veux dire, mais Parce que 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 je ça veux dire, je clarifie pour les viewers que c'est pas le fait de la sauver ou non n'a pas de conséquences, quoi. C'est juste, mmh, que tu as des meilleures conséquences, selon le jour, où tu vas faire le scénario, quoi. Et après les lieux, alors tu disais, ça devrait être plus difficile de se déplacer, si je dis pas de bêtises, ils ont tous la même face quand ils sont engloutis, c'est, quand tu arrives dans ce lieu, tu dois révéler la carte du dessus du deck rencontre. Mmh. Ce qui fait que, moi ça me donne vraiment, tu sais, cette impression que voilà, tu as les pieds dans la vase, quoi, tu essaies d'y aller et en fait tu vas te faire choper par un truc dans l'eau. Enfin, thématiquement, je me le représente comme ça. Alors c'est pas tu as plus de mal à te déplacer, mais tu te fais ralentir parce que tu vas choper des cartes du deck de rencontre, quoi. ouais, c'est vrai. Mais, j'ai pas souvenir d'être traumatisé, en fait, par le deck de rencontre, mis à part
La Heureusement, tu as traîtrise vu oh qui franchement, si tu traînes, tu te chopes, 2-3 cartes de rencontre par tour. Enfin, tu pas non plus envie de tu pas ouais, non plus tu envie bien que les cartes soient infâmes, quoi. c'est sûr. Ce qui est cool, c'est Mais que ça me paraît tellement simple, en fait. Tu vois? Enfin, c'est comme Kuala Lumpur, t'es pas obligé de le faire, le scénario-là, donc c'est cool. ouais, clairement, clairement. Enfin, je suis le seul à avoir apprécié le scénario, quoi. Ça va, j'ai compris. Non, mais en gros, il y a un problème que j'ai, c'est que justement, la chose des profondeurs, en fait, ça réintroduit un truc que j'aime pas du tout dans des scénarios, c'est le syndrome du babysitting, en fait. Tu vas avoir un ennemi, et le job d'une personne, ça va être de l'échapper tout le temps, en fait. On avait déjà le problème avec le scénario d'Alexandrie dans La L'école écarlate, et là, on a de nouveau ça. Ou échapper une fois, bah, t'es tranquille, tout le monde est tranquille. Donc en multi en particulier, en fait, bah, tu as juste une personne qui est préposée à faire ça. Mais C'est c'est pas clair que juste lui intéressant. échapper, en fait, tu sauves le problème, quoi. En solo, tu as tout intérêt à lui mettre une baffe parce que du coup, il s'incline, il se barre et donc du coup, toi, ça te laisse le temps, en fait, de continuer à tracer ta route avec la tortue et puis en plus, bah, si tu fais bien les choses, comme cette fois-ci, ce n'est pas une boucle pour faire plaisir à Portinou, mais en fait, tu peux très bien partir par le haut des marais, aller à droite dans l'angle opposé de ton point de départ. Donc du coup, tu as mis des 2 lignes que par là et puis ensuite, bah, tu te barres avec la petite tortue et sa fleur dans l'autre sens. Donc en fait, des lieux engloutis, grosso modo, tu peux vraiment faire en sorte de ne pas en avoir, et donc du coup, éviter d'avoir une connexion directe avec le monstre des marais. Mais sinon c'est un peu, c'est un peu trop simple. Enfin, c'est là où c'est probablement parce que je joue en solo, mais j'ai pas souvenir d'avoir été vraiment mis en danger dessus. Mais par contre, voilà, le fait de finir et de pas avoir de conclusion positive aux efforts que j'ai faits, ça c'est un peu dommage, quoi. Mais je pense de toute façon que c'est le scénario que tu peux le plus facilement zapper par rapport au PNJ, hein. Tu veux suivre des arcs narratifs, tu peux ne jamais faire celui-là, et tu voudras quand même faire ce que tu arrives à faire, quoi. Oui, il est pas impactant Ouais. sur les arcs narratifs, ouais. Moi personnellement, je le mettrais en ennuyeux en tout cas. Je- Par rapport aux autres scénarios de jour, c'est le seul que j'ai jamais vraiment envie de jouer en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je le mettrais en bon, mais j'ai bien compris que j'étais pas dans la majorité. Bon, on va passer dans l'autre sens, hein, au pire. Toi, tu le mettrais au fossé à toi, du coup, t'as dit. Ah moi, je l'aurais mis en ennuyeux aussi. Pas en médiocre parce que, heu, il est pas, en soi, il est dans la partie, c'est pas complètement mauvais, quoi. Parce que j'aime bien l'histoire de sauver la tortue et j'aime bien les interactions avec je crois que c'est des abominations, le trait qu'elles ont là, les ennemis renforts qui arrivent. Donc ça c'est pas mauvais, enfin, je veux dire, d'une manière générale, c'est pas mauvais. Mais c'est juste que tu peux très facilement bug exploit le scénario et puis oui, c'est un peu chiant, quoi. Donc oui, non, moi je le mettrais en ennuyeux. Ok. Du coup, on fait moitié-moitié, on met en médiocre quand même ou... Allez, vas-y, On va essayer d'être positif le plus souvent possible. Donc, voilà, Mais après, c'est ouais, beau. on n'a pas parlé non plus, mais il a introduit aussi cette rencontre avec le cervidé, avec les autres ennemis fleurs, là, aussi. Ceux qui vont se mettre sur les lieux et qui vont gagner un point une ressource à chaque tour, en fait. Et Mais ceux-là, c'est surtout que tu peux sauver, tu peux pardon, excuse-moi de te couper, mais tu peux, redonner de la vie à la bestiole, quoi. Parce que du coup, tu as une traîtrise qui dit: «Je me mets sur l'ennemi flore le plus proche et je lui redonne des PV» et donc du coup, mais j'ai souvenir d'avoir passé je sais pas combien de tours à taper la bestiole des marais et que d'un seul coup, elle avait regagné 6 points de vie. J'ai dit: «Mais c'est pas possible, quoi. Arrêtez, quoi. Arrêtez». Oui, oui, non, mais mais bon, oui, c'est vrai que pour moi, ce set de rencontres-là, il intervient surtout après pour le scénario de nuit, mais Bah, c'est le suivant, on arrive tout de suite. Donc, mmh. c'est le Vallon Tortueux, le scénario de la première nuit, donc, où on va se balader dans la forêt et on va voir des ours. C'est assez cool en vrai. Alors, il Ça commence réintroduit toujours la. par m'arracher déjà. Oui, il réintroduit la mécanique de poursuite aussi qu'on avait dans les profondeurs de yacht. Et on a Ouais. aussi l'histoire de la lanterne là, qu'il faut porter pour que les lieux soient pas sombres aussi. Il est Moi, je bien, trouve que scénario. c'est excellent, ouais. Il est très Il bien. est Ah vraiment ouais, très, très bon. Il est en 2 parties et la première partie, c'est trouver la tanière de l'ours. La deuxième partie, c'est réussir à se barrer. Il y a plein d'interactions avec, les PNJ de l'histoire, avec le docteur et avec Bertie.
On joue vraiment sur les lieux sombres et les lieux qui sont sombres et ceux qui ne le sont pas. Ça c'est hyper cohérent, c'est super. C'est vraiment Mmh. super. Voilà, du coup, le set avec la flore, du coup, il est aussi très prévalent sur le scénario-là, du coup, parce que en plus, les ennemis, ils vont être dans la zone de poursuite au lieu d'être directement spawnés normalement. Et les effets de nuit sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on a de jour aussi, donc là, c'est très pertinent. Et du coup, on a aussi, Je trouve que la mécanique de la lanterne est géniale aussi, hein. ouais, la lanterne est très cool, et tu as cette traîtrise là qui te prend ta lanterne, qui dit, Carte. ah, tu sors. Et voilà. Et qui te la met dans le lieu le plus loin de tous les investigateurs, mais c'est Ouais, horrible. alors là, Dans la partie 2. ça peut vraiment te foutre dans la mouise, cette histoire-là. Ah ouais. J'ai perdu ma lampe de poche, je fais quoi, moi? Non, mais Et ça a l'air de rien, mais en fait, il y a cette mécanique qui dit, en fait, quand tu vas révéler un lieu, il y a un effet négatif, sauf si tu as la lanterne, tu as le droit d'incliner la lanterne et d'annuler. Ça a l'air tout bête, mais tu vas déjà en multi avoir cette discussion de: «OK, attends, moi je suis censé là je pourrais jouer le premier. On serait dans un scénario normal, je jouerais le premier, mais c'est toi qui as la lanterne. Donc il faut que ça soit toi qui y aille parce que si le lieu est dégueulasse, c'est plus optique comme ça». Cette bête lanterne, juste cette petite lanterne, ça te change aussi l'interaction en multi ce que je trouve brillant parce que, on parlait de la complexité avec la sœur perdue, d'effets qui sont un petit peu, trop prises de tête, mais ici c'est un effet très simple et ça fonctionne super bien, quoi. Mhm. mmh et la zone de poursuite est vraiment très, très bien faite aussi, par rapport au scénario de Higg dans la civilisation oubliée. Parce qu'en fait, on peut pas avoir un gros stacking d'ennemis dans la zone de poursuite, parce qu'en fait, ils vont être générés automatiquement quand on arrive dans la deuxième partie du scénario. Ils vont être générés, engagés avec les ennemis. Donc en fait, on peut pas se dire, contrairement à Higg: «Je vais le plus vite possible» et puis de manière, j'en ai plein et puis même j'ai «le choix» entre guillemets dans ces ennemis en Mmh. poursuite si jamais je dois en générer un engagé avec moi. Là, dès que vous faites un tour d'intrigue, à minima, vous en avez un qui est spawn avec vous. Ils sont tous chasseurs, enfin ça va être, vous avez une vraie pression pardon, avec les ennemis en poursuite En et fait, plus dans l'ours. le scénario, il va y avoir de plus en plus je sais plus comment on dit en français, de darkness. Ah oui, le Hem, niveau de ténèbres, ouais, c'est par rapport Niveau de ténèbres, là, c'est à ténèbres. Donc l'intrigue qui au fur et à avance. mesure, il y a tou voilà, au fur et à mesure que l'intrigue avance, les ténèbres vont être de plus en plus envahissants. Mais tu as cet ennemi qui a autant de points de vie que les ténèbres et ça n'a l'air de rien, mais il arrive toujours au mauvais moment Comme avec 5 beaucoup points de d'ennemis vie dans ce et tu dis, scénario. mais en fait, ce qu'on dit pas, c'est que sur la 2e partie du scénario, en fait, il faut se barrer, mais tu as la pression parce que on va te remettre, je sais plus combien il y en a, je crois il y a 15 lieux. Tu es dans un lieu central et on te met la map en forme de H autour de toi et on te dit: «Voilà, trouve la sortie, bonne chance» et c'est le moment où tous les ennemis débarquent et ce genre d'ennemi-là, il débarque avec 5 points de vie au moment où toi tu dis: «Mais il faut juste que je me barre, laissez-moi tranquille, quoi». Donc la pression, sur la 2e partie, elle est incroyable. Ça m'est pas arrivé souvent de terminer rapidement la 2e partie et quand ça arrive, c'est: «Oh, la sortie est à côté, cool». Hmm. Puis bah l'ours il pique aussi du coup, hein, parce qu'on en a pas Ouais, trop discuté, mais l'ours il faut y aller quand même pour le buter celui-là, c'est pas Et simple. puis tu as tout intérêt Ouais. tu tout intérêt à le buter, hein. On va en parler assez rapidement, mais tu as tout intérêt à te le faire, pendant la première nuit, quoi. Moi, j'aime beaucoup les déjà il est interactions, marqué victoire, hein, déjà il est marqué victoire 1 dessus donc c'est vrai, faut y aller, quoi, faut se le faire. Et t'as pas le droit de le Et tuer moi, j'aime beaucoup avant le dernier acte, pardon aussi. l'acte, ouais, l'acte 3, je crois, hein. Bah, ouais, tu tu peux le le tues tuer, pas, c'est tu le juste qu'il va blesses. en poursuite, mais Ouais, c'est ça, tu le tues C'est pas, tu l'envoies en poursuite, il va revenir. c'est nul, ça sert à rien, quoi. ouais, c'est nul, quoi. Ouais. Mmh. Il y a juste à noter, il y a 2 interactions que j'aime beaucoup entre Bertie et le docteur, je sais plus comment il s'appelle, Marquez? qui ont des effets, Beza. ouais, ouais, qui ont des effets sur la campagne. En fait, on a vraiment intérêt à jouer autour de ces personnages-là. C'est pas des simples soutiens qui viennent et qui peuvent booster nos stats, mais voilà, jouer le codex avec ces deux PNJ sur la campagne, sur le scénario en tout cas, c'est très, très bien, quoi. Mhm. Ah oui, il t'aide à trouver des lieux justement dans le dernier acte, lui. Mmh, mmh mh. Tu pioches et il te permet de regarder un lieu, je crois, dans mes souvenirs, Mhm. et l'autre, elle te donne des indices, donc voilà, tout bénef. Bah on est où celui-là? Ouais, pour moi, c'est vraiment un excellent, Ivan excellent, quoi.
Très bien, ça me va. J'ai toujours du mal avec le nom des catégories du dessus parce qu'on est toujours en bas en fait. Au-dessus, Pardon. c'est le scénario qui arrive. Excellent. Oui, oui, excellent. Pour moi, c'est excellent, oui. Non, j'ai toujours un doute entre excellent et super, mais ouais, excellent. Ok. Bah, juste après ça, la nuit 2, hein, la nuit la plus longue. Bon, déjà, je vais même pas demander, je le mets ici. Ouais, je Ouais, pense, oui, voilà. Ouais, oui, c'est sans bon. débat, Ouais. sans débat. Alors, bah, c'est Quel scénario incroyable. le scénario de la survie dans la grange, dans la ferme des Atwood, où bah, on a 10 tours et puis bah, on a autant d'ennemis que le nombre d'investigateurs à chaque tour, en plus des rencontres de base. Et bah, tu vas pouvoir faire ton petit mini-jeu où tu vas poser des pièges et des decoys, et d'un autre côté, tu vas aussi pouvoir t'occuper des ennemis derrière. Et t'as un ours aussi, et t'as tous les PNJ que t'as potentiellement dansé avec, et t'as aussi les captifs qui vont potentiellement bah, prendre plein la tronche parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. On a le cheval aussi, et on a le feu partout qu'on peut mettre aussi. Il y a On a tellement de Ajax. trucs qui se Plein de passent dans ce trucs, plein scénario-là, de trucs qu'on c'est... peut faire. Ouais. Oui, mais c'est super fluide parce que en fait, la seule chose au début de la partie qu'on t'explique, c'est voilà, il y a les captifs au milieu, ta map, c'est une croix. Donc déjà, tu peux pas te balader comme tu veux d'un lieu à l'autre. Il va falloir, quand tu vas dans une direction, tu peux pas facilement revenir pour gérer les ennemis dans une autre zone cardinale, puisqu'ils viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, au hasard. Mais cette mécanique, au début de partie, on t'explique, tu peux poser des barrières, tu peux poser des pièges, tu peux poser des leurres. C'est absolument génial. Les barrières, ça va empêcher les ennemis d'avancer. Les pièges, c'est quand ils arrivent, boum, 2 dégâts dans le lieu. Et les leurres, c'est ils prennent un dégât et ils sont inclinés, ils peuvent pas se redresser pendant le tour qui arrive. Mais évidemment, on se doute bien que ce serait trop facile. Vous allez avoir des ennemis qui sont immunisés aux barrières, des ennemis qui sont immunisés aux leurres, et des ennemis qui sont immunisés aux pièges. Et vous savez pas. Donc le truc, c'est que vous allez poser un piège à l'ouest, puis vous dites bon, maintenant je me barre parce qu'il y a un piège pour gérer l'ennemi qui arrive, je me barre ailleurs, et là il y a un ennemi qui débarque et qui dit je suis immunisé au piège, coucou. Et vous Et ils dites sont ah merde, quasiment faut tous revenir en élites. arrière. Ils sont tous élites. Ouais. Et il y en a qui en ont rien à faire de tout. Et il y en a Il y en a qui qui passent les pièges, beaucoup sont distants, donc du coup, une fois qu'ils arrivent à la ferme, bah, même s'ils sont distants, ils mettent des dégâts slash horreur sur les captifs, donc vous allez être obligé en amont, d'aller dans le lieu et de les engager pour pas qu'ils viennent à la ferme. Il y a une gestion, mais c'est pression, qui est pression du début à la fin. ouais, Ouais. millimétrée là-dessus. On parlait de Théo, hein, tout à l'heure qui est super parce qu'il donne un déplacement. Là, c'est une map, vous allez vous déplacer partout et les designers ont tellement bien pensé le truc qu'ils vous mettent Ajax, le cheval, Voilà. qui est un soutien d'histoire qui permet de se déplacer soit donc en fait, il y a la ferme et les lieux de la ferme et toutes les extrémités, c'est des champs extérieurs. Donc Ajax permettrait de se balader sur les champs extérieurs, donc en pourtour, en fait, de la map. Vous pourrez dire: «Mais pourquoi est-ce que vous voulez que j'aille au loin des combats?» Et c'est parce que ces lieux, lorsqu'ils sont complètement vidés de leurs indices, ils ont tous des avantages et c'est surtout qu'en fait, pour mettre des pièges, des leurres et des barrières, ça consomme des indices et en fait, à un moment donné, vous allez être à court d'indices. Vous allez chercher des indices parce que mettre ces barrières, ne serait-ce que pour foutre le feu à toute une rangée et faire en sorte que tous les ennemis qui arrivent, ils se prennent des dégâts, bah, le meilleur moyen de les bloquer, généralement, c'est de mettre des barrières Mm. et bah, à un moment donné, si vous avez plus d'indices, bah, vous êtes foutus, quoi. Mais Donc c'est ça qui il est vraiment génial, hein, c'est que en fait on t'explique déjà la mécanique des barrières, des leurres et des pièges. Tu dis ok, ça va, ça je l'ai intégré. On t'explique aussi que tu vas révéler 2 ennemis par tour, enfin un ennemi par joueur, pardon, à tous les tours, en plus de ta carte rencontre. Et on t'explique juste ça au début. Donc déjà, tu intègres cette partie-là, puis Ajax, il arrive après. Tu es en cours de partie, on te dit tiens, il y a un soutien, regarde, il était dans l'écurie, tu peux le récupérer. Puis à un autre moment, dans le scénario, tu vas révéler un lieu qui te dit oh, au fait, si tu veux, ici tu peux foutre le feu. Et si tu fous le feu, les ennemis prennent un dégât. Et là, tu te dis attends, à la fin du tour, tous les gens dans ce lieu-là, ils prennent un dégât. Et si je mettais des barrières pour les bloquer? Et là, ton plan, il change complètement. Tu dis, bon, ben en fait, cette zone-ci, j'arrête de m'emmerder, je mets le feu à cet endroit. Enfin, moi, je joue toujours comme ça, hein. Quand on peut mettre le feu, je mets le feu, je mets 15 barrières et je fais, ok, ça fait un côté qui est géré, maintenant je m'occupe des 3 autres. Mais, mais c'est génial parce que en fait, t'as plein d'interactions, t'as plein de mécaniques de jeu que tu vas découvrir au fur et à mesure de la partie. Et donc, même s'il se passe plein de trucs, euh, tu découvres les mécaniques au fur et à mesure dans un scénario qui met la pression, c'est incroyable quoi. Et puis à la fin, t'as en plus le fait de... Tu joues 10 tours, tu te dis, ouais, 10 tours, ça va, c'est pas énorme. Mais au bout de 7-8 tours, Ah non mais ils sont t'es interminables, ils t'es sont interminables. crevé. Non, ils sont interminables. Tu Oh là sens, là. tu sens le truc qui va craquer de tous les côtés à la fin quoi. Mais en plus, ce et que puis ce j'aime qui est bien... génial, c'est que sur le lieu central, tu peux pas attacher de cartes.
Donc en fait, tu peux pas Ouais. complètement casser le scénario en disant: «Je mets une barricade, allez voir ailleurs si j'y suis». Non, non, tu peux pas en fait. C'est la seule chose que tu peux faire autour du lieu central, c'est mettre des barrières, quoi. Donc c'est tellement bien pensé, punaise. A priori, si tu mets des barrières autour du lieu central, c'est que tu es dans la merde, hein. Ah ben oui, oui, C'est 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 ah vraiment mais le en fait, dernière le barricade, quoi. truc le truc, c'est que tu es obligé de tout envisager parce que ça se passera jamais sans accroc, quoi. Donc Mmh. Bah, le truc, c'est qu'à chaque fois que tu ouais, vas je faire la partie, tu vas pas avoir la même configuration de map. Donc tu auras jamais la même mmh, stratégie non plus, en fait. Parce que Et tu sais pas où tu vas l'avoir ton feu, tu sais pas où tu vas avoir le cheval, tu sais pas où ouais, tu c'est ça. qu'est-ce qu'il y aura sur mmh. chaque extrémité, quoi. Donc Les bah, lieux ça les offre lieux une sont rejouabilité aléatoires. qui est juste pas négligeable, quoi. Puis la raccordance par rapport au fluff entre le fluff et la mécanique est parfaite aussi, là. Parce que là, tu es vraiment, tu as passé la nuit la plus longue, là. Ils ont vraiment mis le paquet là-dessus. C'est pas le premier scénario où tu as tes soutiens d'histoire qui te rejoignent et qui font un peu rébellion contre Rachel aussi, hein? Si tu as Heu, si tu as tes 4 ou 5 points avec, Gideon par exemple, si, c'est justement, c'est un sou ceux ouais, qui viennent, tu ceux comm qui avec qui tu as dansé, c'est ceux-là qui vont ouais, se ils comm réunifier. ils tu commences la partie avec eux, quoi. Ouais. Qui ont tous des effets. Je dis ça parce que dans mes souvenirs, Gideon, il te donne des barrières ou un truc comme ça, du coup, ils ont tous un effet codex qui est propre et spécifique au scénario, quoi. Mmh. Donc c'était vraiment réfléchi de A à Z, quoi. Il est excellent, il est vraiment excellent ce scénario. Et Je sais puis pas si le quelqu'un a déjà essayé de jouer ce scénario avec la carte barricade, en chercheur. Parce que je viens de revérifier, il y a la moitié qui sont élites et la moitié qui sont pas élites. Mais si ouais. tu mets une barricade, effectivement, moi je gère ce côté-ci et je reste là, il y a peut-être moyen de faire des trucs, mais à mon avis, tu vas quand même te faire déborder sans problème. Enfin, Ça marche i littéralement à moitié ton truc là, c'est avec Alors c'est Luc, qu'un coup avec Luc, oui, oui, teste, barricade, avec des trucs ouais, marrants à mais faire. après tu sais, tu joues coup avec la baguette de je sais plus comment elle s'appelle Oui, et tu mets toutes les plagues, partout à droite à gauche. Il y a moyen de tirer un maximum d'avantages du scénario, mais le fait de pas pouvoir bloquer le lieu central, ça sera toujours mandatory, quoi. ça n'a l'air de rien, mais donc ça veut dire que comme c'est littéralement le seul lieu de connexion entre tous les autres, en fait, à chaque fois que tu vas vouloir aller gérer dans une autre direction, tu dois faire minimum 2 déplacements. Et ça change tout, hein, en termes de gameplay, c'est vraiment Mmh. c'est vraiment ça qui fait que tu vas toujours être débordé. C'est le fait que tu veux aller ailleurs, c'est 2 déplacements que tu as perdus, quoi. Sauf si tu as Ajax, mais Ajax, il y en a qu'un sur la table. Et déjà, il faut le trouver, parce que si tu le trouves pas rapidement, bah, tu peux pas compter dessus. Il va falloir trouver d'autres solutions, mais il y a toujours des solutions, quoi. Et il y a l'ours qui oui. revient, Bah, en plus des autres ennemis. l'ours, c'est un peu le seul point qui fait que tu vas toujours commencer ta partie d'une manière un peu précise, quoi. Voilà, moi je trouve que toutes mes parties commencent toujours par: «OK, il en faut un qui s'occupe de l'ours, qui mette des pièges», parce que je crois qu'il est immune aux leurres et aux barrières. Donc grosso modo, tu fais piège, piège, piège et tu espères pouvoir mettre du feu au passage, et faire des actions de j'y vais, j'échappe, je me barre, sans brûler, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, tu sais que tes 3 premiers tours, va falloir que tu les consacres à l'ours, en plus de tous les ennemis que tu pourrais générer ailleurs, Au premier tour, t'as mais pas d'autres sinon ennemis, après, donc ça va encore, quoi, c'est ouais, mais il est loin, il est dans un champ extérieur dans mes souvenirs. Enfin, il est même à l'ouest, je crois que ou c'est peut-être moi qui le mets toujours à l'ouest, dans le champ extérieur de l'ouest, et dans tous les cas, tu même un succès, en fait, dès que tu réussis à le tuer uniquement avec des effets de scénario, en fait, sans lui mettre de dégâts toi-même. Ce qui est parfaitement ouais. possible, en vrai, parce qu'avec le nombre de trucs que tu peux poser dans la map. Mais d'ailleurs, un autre truc qu'il faut quand même souligner, c'est que tu as quand même un parfait équilibre par rapport à ce que chaque investigateur peut faire. C'est-à-dire que Oui, les indices sont tout aussi importants que de faire des dégâts directement, en fait. Et là, oui, ils ont vraiment réussi à donner un rôle à tout le monde, en fait. Tu vas jamais rien avoir à faire, en fait. Tout le monde va devoir mettre la main à la pâte, quoi. Et ça se mmh scale très bien par rapport au nombre de joueurs, parce que mine de rien, c'est bien d'être à 4 et de pouvoir s'occuper des 4 côtés, mais t'as le quadruple d'ennemis derrière, donc tout le monde ne va pas ouais, s'occuper de ses ennemis de la même façon. Et puis bah, si il y en a un qui est dans une zone qui est en feu, bah, il a aussi des problèmes, on va dire. Parce qu'il doit en plus garder ses habitants en jeu. Après, tu vas piocher les traîtrises, genre, il y a une traîtrise absolument infâme là, qui incursion, là, qui te fait un test d'agilité et qui fait déplacer tous les ennemis en cas d'échec. Et t'en as une autre qui te dit, tu reprends 3 dégâts directs et 3 horreurs directes, ou alors tu reprends un tour en plus, ou alors tu Ouais, fais tu enlèves une fatalité, ouais. des dégâts aux captifs, là, c'est... Oh non. ouais. Tu pioches ça au tour 8, t'en peux plus déjà, t'es en non. Mais si t'es mystique, tu l'annules, c'est bien aussi. Mais bon. Ouais, franchement, il y a tellement de trucs à dire sur le scénario là, il est très fun, il met la pression comme pas deux en fait.
crois qu'il n'y a pas de scénario que je connaisse qui Moi, met autant la pression, en fait. pour moi, c'est le meilleur scénario du jeu, Ah bon? Ah ouais. sans hésiter. Ouais, ouais, pour moi, il est au-dessus de tout le reste. Vraiment. Faudrait limite qu'il crée une catégorie juste pour lui, quoi. Tellement je trouve il est abouti dans ses mécaniques. Tu sens qu'ils l'ont testé, quoi. Tu sens qu'ils l'ont testé. C'est pas possible d'être aussi constant et aussi stable et aussi équilibré. On parlait des problèmes qu'on avait vus sur d'autres scénarios. Tu parlais notamment des problèmes d'errata pour la mise en place. Mhm. OCA pour le scénario avec les cavernes. Je pense qu'ici, ils ont peaufiné le truc pour que Voilà. ça soit extrêmement petit. Voilà. Ouais, bah, Après, c'est yes, peut-être pas l'avis de tout le monde, hein, mais de mon point de vue, en termes de ouais, design, enfin, c'est un bijou, quoi. moi ça me va. Ouais, je suis d'accord. Mais après, c'est qu'à Hemlock, c'est un peu ce que je disais au début, quoi. C'est que tu as des scénarios qui sont tellement hauts, et là on le voit, hein. On en revient à la discussion de pourquoi est-ce que vous n'allez pas jouer les scénarios de jour pendant la nuit. Bah, pour la simple Au et lieu de bonne mettre raison encore des qu'en scénarios fait, de nuit. bah, Ouais. vous avez les scénarios de nuit, c'est quasiment les deux meilleurs scénarios du jeu, quoi. Donc non, en fait, vous allez faire le vallon et vous allez faire la nuit la plus longue. Mais ouais, c'est un peu c'est un peu le souci pour moi parce que Après, même la il y a pire comme même reproche que de dire on nous oblige à jouer des excellents scénarios, quoi. oui, c'est vrai. Mais Mhm. même la conclusion, elle est vraiment très, très bien faite, je trouve. En fonction du nombre de dégâts que vous avez sur les captifs, ça a fait évoluer, l'histoire différemment. Ouais. Mais en plus de ça, il y a toutes les conclusions potentielles si vous avez perdu des habitants, dans le combat, en fait, pendant le scénario. Donc enfin, tout Ah là, est ils sont morts, super hein. bien Là, c'est fini, réfléchi, quoi. Ouais. ils sont morts, hein. Théo Peters, là, qui a tanké pour vous, c'est fini, hein, il est mort. Mmh. Bah, si tu Non, meurs pendant ce scénario-là, t'es mort, de toute façon, en plus, toi. ouais. C'est pour ça qu'il vaut mieux abandonner que de survivre, en fait, parce que bah, tu dois changer d'investigateur, en fait, tu crèves. Après, ils ont fait en sorte que tu reviennes avec un nouveau qui a un Ouais, peu d'XP, donc t'es pas non plus ouais. pénalisé à fond, quoi. Mais c'est le truc qui me fait trop marrer, quoi. Quand tu commences le prologue le lendemain: «Oui, alors il y a des gens qui viennent juste d'arriver sur l'île». Tu dis: «Mais». Genre j'avais besoin de rajouter un élément narratif, tu fais: «Mais non quoi, enfin non là, on n'a pas fait venir un ferry exprès pour ça, genre ouais et on fait une grosse bouffe sur l'île», donc bref. Après, c'est raccord, hein. Enfin, on n'a pas beaucoup parlé de la narration, mais moi, je trouve ça tout à fait raccord que tu as une nuit comme ça et le lendemain, on fait: «Youhou, c'est la fête, il s'est rien passé». Voilà. Ça ce serait dans un autre cadre, ça me ferait sortir, mais ça me ferait sortir de l'histoire, mais là, je trouve que c'est tout à fait raccord, quoi. Mhm. Ouais, il se passe des trucs chelous, mais Ouais. Ouais, bah, de toute façon, il y a des références à. Bah, on parlait avant d'enregistrer la vidéo de Midsommar, notamment. ouais. On a beaucoup de raccords avec ça aussi derrière, quoi. Donc, Ouais, je vais essayer de rester soft, mais oui, mhm. la DA a complètement été pompée sur ce super film. Mais Il faut Ok. regarder, bref, hein, pour les viewers, regardez ce film, c'est un très, très bon film. ouais. Et donc, il reste le final, le destin de Vale. Le film, ouais. Là, c'est aussi il y a aussi beaucoup à dire sur le final. Ouais. Notamment le fait que tu commences avec un autre investigateur, comme dans la Cité des Archives. Le fait que le scénario soit très dur aussi. Et le fait que tu as 4 versions différentes en fonction de ce que tu as fait dans ta campagne. Et ça, Moi, c'est. pour moi, ça c'est le point l'énorme point positif du scénario, c'est que tu as vraiment en fait, Mhm. c'est 4 scénarios différents, quoi. Ouais. Ouais. C'est une énorme rejouabilité et alors sur la 1re partie, en fait, toute la mécanique, c'est que tu as perdu ton investigateur parce que tu as je crois que c'est mémoire brisée, si je dis pas de bêtises. Souvenir, pardon. Heu Ah et en même fait, peut-être. ils ont un deck spécial qui est le deck des abysses, dans lequel on va vous demander de mélanger votre carte investigateur, initiale plus X cartes de votre deck, je sais plus combien, je crois qu'il y en a 5 ou 10, avec des cartes de rencontre. Et l'idée, c'est que, quand vous réussissez un test, vous pouvez regarder les X premières cartes ou les X dernières, parce que tu les prends par le bas, si je dis pas de bêtises, cartes du deck Abyss, et tu peux en piocher une. T'es pas obligé de le faire. Donc si tu réussis un test par +1, t'es pas obligé de déclencher la réponse qui te dit de regarder une carte du coup. Mais toute l'idée, c'est tu vas réussir des tests. Tu peux regarder, par exemple, tu réussis par 5, tu regardes 5 cartes et puis tu en récupères une. Donc si c'est une carte de joueur, bah, tu la donnes à son propriétaire. Puis si c'est la carte investigateur, tu redeviens toi-même. Au passage, tu soignes tous tes dégâts et tes horreurs, c'est pas négligeable. Euh, parce que si tu as commencé avec des traumas, là, en plus, tu effaces tes traumas au passage, en plus
que ton personnage mémoire brisée soit complètement soigné. Euh, mais donc toute la mécanique, c'est de réussir des tests pour essayer progressivement de retrouver ton investigateur. Et alors, ce qui est très très sympa, c'est que cette capacité n'est pas limitée. C'est-à-dire que ça marche en phase de mythe et ça marche pendant tes tests. Donc tu réussis un test pendant la phase de mythe, tu as réussi, tu as le droit d'aller regarder une carte parmi les X premières. Et pareil, pendant ton tour, tu réussis 3 tests, tu peux 3 fois déclencher le truc. Donc, mine de rien, on récupère quand même assez vite là où les cartes investigateurs, sauf cas particulier. Je pense que Fossé parlera de sa mauvaise expérience là-dessus. Mais à moins d'être dans le cas particulier, normalement, on va retrouver assez facilement ces cartes. Sachant qu'en plus de ça, bah, il y a un ennemi qui est un petit peu spécial parce qu'il est mis en forme de rosace au milieu de la map. Nous, on tourne autour de lui et on va avoir un effet négatif parce que l'ennemi étant massif, si on est dans son lieu à la fin, il nous attaque. Et il y en a dans tous les lieux au début. Et en plus de ça, dans notre lieu, on dit si avant la fin du tour, vous n'avez pas réussi à faire X, vous prenez un malus supplémentaire. Alors, il y a un lieu qui demande d'enquêter, il y a un lieu qui demande d'échapper, il y a un lieu qui demande de combattre, et je ne sais plus pour le dernier. Et donc, Échappé. il y a une pression qui est constante sans pour autant être étouffante parce qu'on se rend bien compte que vous n'avez pas votre investigateur normal. Donc, on vous met quand même un petit truc pour vous dire vous n'allez pas juste récupérer vos cartes comme ça. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus le truc qui vous pète complètement dans les doigts. Et par contre, la deuxième partie du scénario, là, enfin, il y a plusieurs versions différentes, mais là, il faut vous accrocher à votre slip, quoi. Vous avez intérêt à avoir du solide. Ouais, le quatrième lieu, il te dit whatever, à la fin du tour, tu défausses une carte de ta main, ce que tu n'as absolument pas envie de faire. Donc tu restes jamais dans ces lieux-là. Ouais, moi je rejoins complètement ce que dit Portino, hein. In-game, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas chercher, le lieu qui est, le plus adéquat pour ton investigateur ou pour le groupe d'investigateurs. Sachant que typiquement l'enquêteur, lui, il va se dire: «Bah, au pire, j'enquête et je remets sur mon lieu», parce qu'il est pas défaussé, «je remets sur mon lieu un indice». Mais j'enquête au maximum pour faire du méga test. Donc le méga test, hein, ça consiste à viser le plus haut degré de réussite sur un test pour regarder le plus de cartes possible et puis, bah, faire tourner le deck à vis le plus rapidement possible et faire revenir enfin remplacer la personnalité brisée par la bonne carte investigateur. D'ailleurs, Donc si vous faites pardon, du méga test, pardon. tu peux dépenser des indices pour améliorer ton test aussi, il me semble. Oui, tu peux Ouais, dépenser un ouais, indice ouais, pour tu te peux, donner ouais. un plus 2. Ouais, Heu, exact. donc du Bon, il faut coup, déjà avoir des ça indices va pour faire ça. Ouais. Ça va f c'est en fait, c'est un début de scénario qui va, alors la première fois, ça fait très bizarre, hein, surtout comme quand c'est comme moi, vous jouez Stella, qui joue sur un module échec, donc à aucun moment vous allez faire du méga test, donc c'est plutôt la PLS, hein, donc ça, c'était la mauvaise expérience de Faucea. Mais d'une manière générale, si vous jouez plutôt normal, on va dire, si votre combattant tape très fort et que votre enquêteur cherche très bien et que vous arrivez à avoir de la pioche parce que, la caractéristique de la personnalité brisée, elle est de X, X égale le nombre de cartes que vous avez en main et votre taille de main, elle est réduite de 3 dans mes souvenirs. Donc, Ouais. plus vous allez avoir de cartes en main, plus vous allez pouvoir avoir des stats très, très fortes si vous piochez, voilà, bon, c'est banco, quoi. Donc il y a moyen il y a moyen de très rapidement de retrouver la bonne personnalité sans que ce soit problématique, je sais pas ce qu'en pense Akanos, mais moi cette première partie je la trouve pas problématique, particulièrement, mais Ben, ça va, faut juste pas vraiment trop se prendre. De défausser trop sa main, parce que c'est très difficile de remonter après. Tu commences à défausser, si tu commences à choper la traîtrise qui va te donner les 5 horreurs aussi, parce qu'elle est dans le scénario là, bien sûr. T'as les mimiques aussi, qui sont les ennemis là, qui vont copier tes stats aussi, qui sont assez chauds à oui, gérer derrière. c'est vrai. Donc ça va, il y a plein de facteurs, mais oui, c'est pas un début facile, mais c'est pas un début qui est non plus ultra frustrant non plus, quoi. C'est un bon challenge en fait pour un Et c'est début de assez scénario original, final, hein, quoi. c'est assez original, je trouve, ce truc des abysses. Ah oui, bah, c'est ce que t'attends d'un final. Il faut que ce soit un truc qui sort complètement du lot et qui soit vraiment propre à une mécanique qui soit propre et qui soit assez délirante en fait pour que ce soit bien un truc de scénario final, quoi. Si tu prends l'araignée, tu prends une araignée à Totep aussi, c'est toutes des mécaniques qui sortent vraiment du lot. C'est pas des trucs que tu vas faire en milieu de campagne, quoi. Et même après ça, je veux dire, le deck Abyss, tu vas le garder pendant tout le scénario. C'est pas uniquement pendant la première partie, quoi.
Ouais, tu l'espèce de partie 1.5 qui est de vider les 3 grottes pour atteindre l'un des 4 finales. Ça, c'est peut-être un petit peu plus standard, mais bon, je pense que c'est pour, atteindre le nombre de rounds estimés en phase de playtest pour atteindre le final et aussi mettre la pression parce qu'on peut en parler, mais quand on arrive dans la deuxième partie de la campagne, c'est beaucoup plus compliqué, principalement parce que le temps, il est extrêmement restreint, quoi. Mhm. Donc, par exemple, sans partir dans les extrêmes, mais si on prend simplement le format, enfin le final du Docteur Marquez, on a quand même beaucoup de choses à faire, sur le quand on retourne dans le village, quoi. Mhm. Bah, après, de Docteur Marquez, tu retournes pas dans le village, justement. C'est tu restes à Non, l'intérieur. attends, non, c'est, comment il s'appelle? C'est là où il y a les 5 ou 6 tâches à faire là, je sais plus qui c'est. C'est pas River, Les 5 ou 6 tâches, c'est si tu te Ah choisis de non, fuir, ça. Ça, c'est la fuite, c'est ça. Soft Keeper, Mais la fuite, c'est Soft Keeper, c'est la ouais. pire. C'est super dur à faire, la fuite, en plus. Ah alors moi, à titre personnel, hein, je trouve, on verra ce que Porcine en dit, mais je trouve que c'est la partie Siméon qui est la plus compliquée avec les petits feux allumés, quoi. Bah, Parce après, je qu'elle, pense elle que est elle est dépendante du scénario et de tout ce que tu as pu faire avant pendant le prologue de la dernière nuit, quelque chose comme ça. Je crois que là, tu peux mettre des petits feux à droite à gauche. bah, non, t'es obligé de le faire pour accéder au scénario, hein. Après, ça ne change rien au reste, c'est juste Ouais. que c'est très difficile. En fait, il faut utiliser beaucoup d'actions, c'est très intensif en utilisation Mmh. d'action. Bon, perso, j'avais pas eu de problème. La dernière fois, j'avais une équipe de 4 joueurs avec un Bob. Donc, il avait une masse d'items à cramer pour faire des petits bois. Donc, on couvrait, quoi. Mais oui, c'est pas le. En fait, il y a aucune version du funnel que je trouve qui est vraiment plus facile qu'une autre. Peut-être la deuxième, avec le. Où tu dois sauver les habitants. C'est peut-être la moins dure, je pense. Oui. Ouais, ouais. Mais du coup, ouais, chacune, en fait, te donne une conclusion très différente et un moyen de gagner qui est très différent. Et ça, c'est vraiment plaisant, en fait, pour un scénario final qui t'offre autant de possibilités. Et surtout qui va te récompenser, en fait, par rapport au choix que t'as fait dans la campagne. Et pas juste pour en fait, les clés écarlates, le problème qu'on avait avec le final, c'est que bah, le changement, c'est uniquement sur le premier acte, en fait. Et là, c'est l'inverse. C'est sur vraiment la partie finale. Donc, franchement, qui va te laisser la plus grosse impression, en fait, c'est qu'est-ce que tu as fait pour finir, pour gagner ou perdre la campagne, en fait. C'est vraiment l'acte final, là. En plus, qui est très serré au niveau du nombre de tours, il faut vraiment y aller, quoi. Parce qu'après, t'as les 4 ennemis, en plus, qui se baladent dans la map, Mmh. qui vont pas te laisser tranquille, et t'as en plus d'autres ennemis, et t'as en plus les habitants, que tu vas vouloir faire attention, parce que tu peux les tuer, mais ça te met des fatalités en plus, que tu veux pas. Il y a plein de trucs comme ça à gérer, quoi. Puis, Ouais, il y a vraiment 4 finales qui sont complètement différents. C'est pour ça que pour moi, c'est 4 scénarios différents. Donc en soi, il y a déjà une très, très grosse rejouabilité là-dessus, mais en plus, si on prend en compte l'ensemble des scénarios de la campagne, ça te fait un nombre de possibilités qui est vraiment dantesque, quoi. C'est pour ça que moi, j'avais fait un Miro, un tableau blanc pour voir un peu toutes les connexions entre les interactions et quelle était la finalité de la chose pour réussir à me dire: «Bah, si je veux faire le destin numéro 4, il faut que je fasse ci, le destin numéro 3, il faut que je fasse ça». De la même manière que j'avais travaillé, les clés Carlotte, je l'avais fait pour Hemlock parce que finalement les possibilités sont vraiment importantes, non pas au niveau des scénarios, mais au niveau des interactions entre les personnages non joueurs qui t'amènent à la conclusion. mhm. Ouais. Puis en plus, bah, Donc en fonction des relations que tu vas pouvoir les avoir directement avec toi après le premier acte aussi, mmh. les PNJ. Et il y en a qui sont quand même plus forts que d'autres dans le scénario là, quand même. Après, forcément, si t'as Siméon dans le final dans son final, il te pose du petit bois directement, il est pratique. Mais genre, si tu prends quelqu'un comme Gideon, il va t'enlever des fatalités de l'intrigue. Donc, c'est pas à négliger non plus, quoi. Parce que niveau Ouais, ouais. timing, c'est chaud. Ouais, c'est vrai que tu as bon, outre le fait qu'on peut avoir chacun nos préférences sur les habitants, mais il y en a qui ont des effets qui sont vraiment 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 très, très importants, quoi. On parlait de Théo qui a un déplacement, mais il y a Judith, hein, on peut en parler aussi qui a l'effet, elle te donne une action combat supplémentaire. C'est Tony Morgan sur un bâton, je le dis de toute façon. Voilà, et elle t'aide dans mes souvenirs, elle t'aide aussi contre l'ours. Ouais. Donc du coup, voilà, bah, vous comprenez bien que quand vous arrivez sur le final, quel que soit votre rôle, si vous avez une action, ne serait-ce qu'une action de combat gratuite en plus, c'est jamais perdu, quoi. Bah, Donc après, les autres, ils te donnent une stat en plus derrière, donc c'est pas négligeable non plus, hein. ouais, ouais, tu une stat en plus, tu as des actions de codex, hein, qui sont toujours intéressantes à jouer, hein. Tu parlais de Gideon qui enlève une fatalité, il y a,
voilà, Toulon plus Marquez plus Berti donc Marquez, je sais ça pas fait comment quand elle même le fait aussi, hein. Elle est là pendant tout le truc et puis surtout j'adore son final à mais elle. mais Ils ont fait une c'est carte avec ça Terminator, avec quoi. l'illustration en plus, j'ai dit: «Putain, j'adore». Ah ouais. Ouais. Non, non, c'est vraiment, pour le coup, moi, je trouve que c'est le meilleur final avec celui de Carcosa de l'ensemble du jeu. Je trouve qu'il est hyper réussi et ça fait partie des raisons de pourquoi est-ce que, j'ai envie de jouer à Hemlock, c'est parce qu'il y a ce challenge. Ça faisait longtemps, en fait, hein, je crois on en discutait la dernière fois avec Portino et Akanos, mais ça faisait longtemps que j'avais pas été challengé comme ça, en fait, sur un scénario et ça me fait vraiment plaisir, en fait, d'en baver et même de rater le scénario final. Je considérerais jamais ça comme du temps perdu, comme sur le cercle, par exemple, parce que j'ai un mauvais tirage des cartes. Ça m'exaspère au plus haut point et à titre personnel, le final de Siméon, par exemple, je l'ai réussi qu'une seule fois et c'était avec un Silas qui pouvait tout faire tout le temps, quoi. Mais sinon, c'est vraiment très, très compliqué, mais c'est pas compliqué, pénalisant et pénible, c'est compliqué, mais toujours très, très intéressant, quoi. Rebonjour Portino du coup. Ouais, je gère mes mes affaires de père de famille. Heu, j'ai raté une partie de votre discussion, mais je crois que comprendre de quoi vous êtes en train de parler et en fait, pour moi, qu'un final soit difficile et qu'on ait plus tendance à le perdre qu'à le gagner, c'est une qualité à Arkham. C'est un truc que je pense qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'est un truc qui me manque depuis un petit moment, depuis l'expérience du tout début du jeu avec De Nuit chez Carcosa ou enfin et même la boîte de base quand on arrivait face à un grand ancien, on gagnait pas quoi. Enfin Yogg-Sothoth au début, du jeu, tu le battais pas quoi. Il a fallu avoir des extensions et étendre ton pool de cartes pour pouvoir commencer à lui mettre dessus. Mais, retrouver cette expérience où en fait la norme c'est de perdre dans un jeu, avec l'IP de Lovecraft, je trouve ça rafraîchissant et ça fait du bien quoi. Mmh. On parlait de ça et puis justement des différentes versions du final en fait, et ce qu'elles apportent et justement le fait d'avoir une, rejouabilité par le fait d'échouer et de devoir réessayer, mais en plus d'avoir toutes ces versions différentes, des PNJ que tu vas avoir qui vont aussi pas être les mêmes et puis de tout ce que tu peux explorer en fait avec cette campagne-là, quoi. Ouais, et peu importe la fin que tu as, le fait que le scénario final soit en 2 parties, comme ça, tu reviens dans le village à la fin, je trouve que c'est Ou pas. narrativement, ça fait ou pas, ouais. Mais narrativement, ce truc en 2 parties, je trouve que c'est vraiment super réussi. Ça a peut-être le petit défaut que c'est du coup, le scénario est un petit peu long, mais s'il y a bien un scénario sur une campagne qui peut être long, c'est le final, je trouve. Mais voilà, il y a vraiment je trouve que ça amène aussi, enfin, narrativement, encore une fois, c'est un truc qui est très bien amené, je trouve. Et puis en même temps, ça change de évader du pétrole ou de déboucher les chiottes, de Innsmouth, hein, Oh, c'est punaise, ouais. Et pourtant, c'est pas un grand ancien, hein, ouais. Et pourtant, Bah, c'est pas un grand ancien, ouais. alors, comment est-ce C'est que vrai. tu qualifies la couleur tombée du ciel en vrai? Parce que c'est un peu un cas particulier ce truc-là. D'ailleurs, c'est un truc que Un j'aime beaucoup. kaléidoscope battu. C'est un truc Je vais devoir faire une blague sur chaque boss final, quoi, c'est ça, maintenant. non, mais c'est un truc que j'aime bien en fait, c'est que la campagne, contrairement aux autres, bah, c'est vraiment très local en fait comme truc. Tu vas Ouais, vraiment, tu vraiment confiné en fait à l'île et c'est pas le sort du monde, c'est juste, bah, on a un petit problème, il y a 10 personnes avec qui tu t'es attaché et tu veux pas qu'ils meurent. ça me ouais. donne dans un style un petit peu différent l'impression de cette ambiance un peu, horreur intimiste que j'avais dans Carcosa. Mmh. Dans un autre style, dans un autre cadre, mais tu as cette idée que, déjà de un tu dis: «Mais est-ce qu'ils sont tous fous ou c'est moi?» Ça, c'est la 1re chose. C'est ce que tu retrouvais dans Carcosa et tu as ce truc de il se passe des trucs bizarres et personne n'a l'air d'être au courant à part, les quelques personnes qui sont autour de moi et encore je suis pas sûr si ce sont des tarés, s'ils font semblant machin. Que tu avais pas forcément dans les clés où là tu étais vraiment sur un truc qui se déroule avec, une conspiration avec la coterie et cetera. C'était un autre type d'ambiance. Hem, ou que tu avais pas non plus sur les confins de la terre parce que là tu es carrément isolé du monde. Tu as vraiment cette idée de, bah, il y a un petit groupe de personnes et il y a cette thématique de la folie que moi qui est en termes d'horreur une thématique que je trouve vraiment géniale, qu'on retrouve donc ça fonctionne très bien dans le cadre d'une île comme ça qui est un petit peu coupée de la civilisation, quoi.
Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que si tu selon les choix que tu fais au fur et à mesure, surtout si c'est la première fois en fait, bah tu vas pas découvrir au même moment en fait ce qui va pas. Tu vas peut-être complètement passer à côté pendant 2 tiers de la campagne, avant vraiment que t'ailles dans les choses qui sont inévitables. Mais selon les scénarios que tu fais, bah tu vas dire bah en fait il y a juste des bestioles un peu dangereuses et tout le monde est content de manger quoi. C'est tout ce que tu te dis. Et tu vois, t'as pas d'autres dimensions de folie en fait. Et si tu Alors, moi, je sais que la narration a fonctionné parce que, en tout cas, elle a marché sur moi. Quand sur la première partie, on a dit, «Est-ce que vous voulez manger ou pas?» Ah oui, les Et dans brocolis. ma tête, je me suis dit: «Faut surtout pas manger, faut surtout pas manger, il y a un piège». Et là, je me suis dit: «OK, la narration a réussi», parce que si quand Ouais. tu te dis un truc comme ça, c'est que alors qu'il s'est rien passé, heu, il y a aucun indice qui te laisse penser, enfin, il y a aucun indice apparent qui te laisse penser que, mais tu te dis: «Ça cache quelque chose», et mine de rien, en termes de narration, ça démontre une certaine finesse, quoi. Mhm. Là où ça marche très, très bien, c'est que tu es au prologue, tu vois l'intrigue, tu vois l'acte et tu dis: Oui, ah oui, oui, «Attends, oui, parce que j'ai joué le cercle brisé, oui. je connais cette théorie. Oui, oui, il faut toujours le faire. On sait de quoi Pourquoi on est-ce que je parle. retournerais pas l'acte, en fait?» Et là, voilà, là, je me suis dit: «OK, là, on est très, très bon, quoi. Là, on est vraiment très, très bon». Moi, sur la narration, bon, alors on n'est pas vraiment coupé du monde, hein, parce qu'il y a toujours ces inconnus qui arrivent le dernier jour, mais bon, bref. Mais Oui, pour mais moi, tu as vu Shutter Island ou pas? oui, mais le Voilà, tu ne sais problème, pas s'ils sont vraiment là ou pas, en fait, hein. ouais, mais c'est pas moi qui suis fou, c'est les autres, donc je vois pas où est le problème. Et non, mais moi, j'ai un peu souci de dire, en fait, j'ai 2 œuvres de Lovecraft dans la campagne et je me balade entre Le Festin et La couleur tombée du ciel et donc du coup, il y a ouais, il y a un peu un effet dichotomie Ouais, et je suis d'accord. finalement, à la fin, en fait, moi, cette campagne, je l'aime bien, même si c'est pas le top of the top, mais c'est pas grave parce que dans la campagne, ce ce qui a parfaitement fonctionné pour moi, c'est les personnages, la narration et les scénarios de nuit et en fait, rien que ça, moi, je passe toujours des bons moments. Voilà, même Mmh. si je me dis pas Hemlock, c'est aussi incroyable que Carcosa ou Les Clés. En fait, malgré tout, je vois pas de point, qui ferait que j'ai pas envie de jouer à Hemlock, quoi et même si ça fait déjà 10 ou 15 fois que je l'ai joué, je suis toujours un peu surpris de choses qui se passent où j'ai toujours plaisir à relire les codex et les histoires, quoi. Ah non, mais clairement, de toute façon. Hemlock, moi, c'est une campagne, au début, je l'ai faite une, deux fois, je dis vraiment à fond dedans, j'ai envie de l'explorer, j'ai envie d'en faire plus. Et Ah même ouais. après avoir fait ça, bah, t'as quand même envie de la rejouer, en fait, parce que Mmh. mécaniquement, elle est solide. Narrativement, t'es tout le temps content de retrouver l'univers là, de bouffer tes brocolis là et tout, mais voilà quoi, c'est. Il y a vraiment beaucoup à faire, et quand tu refais le truc, c'est ah, où est-ce que je vais cette fois-ci? Et t'as vraiment ce. Et contrairement en fait à justement ce qui pouvait rebuter au niveau des clés écarlates où tu dois faire tout ton trajet et tout, bah là c'est simple à prendre en main. Tu peux faire ça. Tu dis qu'est-ce que je fais? Bah je prends celui-là, voilà. C'est le seul choix que tu fais, tu choisis le scénario. C'est tout ce que tu fais. Mmh. Il n'y Mmh. a pas besoin de plus en vrai, puis c'est très élégant en fait comme design, je trouve. Et surtout le fait d'avoir 6 scénarios, mais t'as quand même un deck qui va monter en puissance derrière, bah, ça te permet de faire une campagne entre guillemets plus courte. Ça aussi c'est pas mal parce qu'il y a des campagnes, bah justement la suivante qui va avoir beaucoup plus de scénarios notamment, surtout si tu fais ceux qui sont optionnels. Derrière tu as celle-ci qui te retrouve avec un truc à 6 scénarios. C'est plus condensé, t'as vraiment tout ce qu'il faut dedans. Il y a les préludes en plus derrière, mais comme vous disiez, c'est pas un truc qui est très long, donc c'est pas un truc qui va vraiment t'obstruer. T'as pas des 10 pages de lecture à faire en même temps entre deux scénarios. C'est vraiment la lecture, en fait, elle a été faite, elle se fait principalement par le biais des codex. Et ça, c'est vachement cool parce que tu regardes les intros des scénarios, bah, elle est pas très longue en fait. Les intros sont pas très longues toutes. Et en plus, ça va dépendre du jour où t'es, donc t'auras jamais la même chose à lire selon ce que t'as choisi comme chemin. Et avec tout ça, ouais, il y a vraiment beaucoup de bons à dire de Hemlock en fait, hein. Bah, après, Portinut, toi, c'est une de tes campagnes préférées aussi, non? Moi, au moment où on parle, je pense que c'est ma campagne préférée. Maintenant, je l'ai pas autant torché que ce que j'ai pu torcher Carcosa ou La Civilisation oubliée, qui sont des campagnes que j'adore aussi. Peut-être que je dirai plus la même chose dans 1 an ou 2. Mais comme vous avez dit, il y a pas vraiment de défaut majeur parce que, je trouve que la narration est très aboutie. Je trouve qu'en termes de mécanique de campagne, cette idée, de faire, quelque chose qui est non linéaire, c'est pour moi le moment où ils atteignent la maturité.
Ils ont revu les problèmes sur les compagnons. Il y a beaucoup de fins qui sont disponibles. Alors moi, il y a pas de scénario que il y a peut-être un scénario que je trouve un petit peu raté, mais vous avez vu, en fait, le plus mauvais scénario qu'on a mis, Il est en il est dans médiocre, ouais. médiocre. Bon, si j'avais pas été là, je pense qu'on en aurait mis un dans ennuyeux, du coup. Mais il y a quand même 2 scénarios qui sont enfin, qui sont parmi les meilleurs, comme vous avez dit, et bah, si vous regardez, il y a encore aussi la mine qui est en excellent. Donc si vous faites sur Bah, 6 la scénarios mine une et le campagne vallon et et que le... tu en as Il y a 3 qui sont voilà, excellents, mais donc ouais, c'est... ça n'a l'air de rien, mais sur une campagne, la moitié des scénarios que vous faites, ils sont au minimum excellents. Ça veut dire que mécaniquement, il y a des trucs qui sont réussis aussi. Donc, bah, comme toutes les campagnes, comment dire, tout se vaut pas, quoi. Ça, je pense que c'est inévitable, hein. Il y a des ratés dans Carcosa aussi avec le coucou la bibliothèque, quoi. Mais voilà, je pense que pour des nouveaux joueurs, je sais pas si je la conseillerais à des nouveaux joueurs, mais je pense que ça peut tout à fait être approprié pour des nouveaux parce que il se passe quand même pas mal de trucs en termes mécaniques, mais ça reste gérable et on n'est pas sur un truc qui va vous demander de jouer d'une manière très spécifique parce que on en a peut-être pas parlé dans les qualités, mais tu peux jouer n'importe quel type d'investigateur, n'importe quel type de deck et ça va fonctionner, quoi. Sauf T'es pas Stella. comme dans le cercle brisé, sauf Stella évidemment. Et encore, ça dépend comment tu la joues, quoi. Mais on n'est pas comme dans le cercle brisé où il faut absolument avoir une bonne stat de volonté, par exemple, ou de la civilisation oubliée où il faut absolument de l'agilité. Ici, c'est assez ouvert en fait en termes de solutions aux différents défis qu'on rencontre. Donc, ouais, voilà, c'est une campagne qui me redonne foi dans l'avenir d'Arkham Ouais. sur ce que les designers sont capables de faire après le Ouais, départ de MJ c'est Hickman. c'est sûr que la prochaine, je pense qu'elle doit vraiment être super. Mhm. Ouais, c'est... Ouais. On en parlera la fois prochaine. Ouais. Bah, du coup, on n'a pas noté le final encore. Ah pardon. Oui. Ah bon? Ah Oui. ben pour moi il est pardon, oui, non, mais pour moi il va en excellent, quoi, mais Moi aussi. Ok. Très bien. enfin Bon, bah c'est voilà. avec Rien de l'appel plus. Carcosa, c'est vraiment le C'est donc 4, c'est excellents sur ouais, la campagne. ouais, 4 excellents ou plus. Quand tu dis excellent ou ouais. plus, ouais, c'est... Non, mais franchement, je trouve que c'est une campagne qui est de très haute qualité. Et comme tu dis, qui était bien pour... qui est pas forcément mauvaise pour les nouveaux joueurs. Je dirais pas la même chose pour l'extension investigateur. Je conseille pas du tout l'extension là pour Ah les non. nouveaux joueurs. Ah non, Ouais. alors pour le coup, alors autant je fais des éloges de la campagne, je pense que c'est le plus mauvais cycle d'investigateur du jeu. Voilà, Mm. ça c'est dit. Ouais, c'est vrai qu'il y a des C'est investigateurs nuls comme Alessandra. Je me Non demande parce si que c'est pas je suis ils pas sont d'accord. encore non mais ils sont encore plus mauvais que je Alexandra et Hank, qui sont 2 investigateurs que j'adore. Alors après effectivement il y a Wilson, comment Amina. tu peux aimer Hank? Non, Mais comment tu peux aimer bon, on Non, va pas se lancer, on va c'est pas Kohaku, c'est pas ah oui, Amina. Kohaku. Kohaku. Kohaku sauf tout le monde, mais enfin sauf le reste, mais Ah non, Kate est cool. c'est quand même pas quoi? Kate, elle est cool aussi. Ah oui, mais il y a Kate aussi, mais Oui, attends, Kate, elle est mais cool. que dit cet homme? Mais arrêtez-le! Ouais, je pose des soutiens et je pose des soutiens, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. C'est C'est- pas mon style. En tout cas, c'est pas mon style, mais on va pas faire la matière liste des investigateurs, mais Bah, t'as qu'à le faire dès depuis que t'as le Dunwich, temps, je la ferai, hein, pour dire parce qu'il faut bien que quelqu'un dise des trucs, sensés là-dessus, mais depuis Dunwich, je pense qu'il y avait pas eu de en fait, c'est la première extension investigateur où je me rappelle avoir su mes cartes et m'être dit: «J'ai pas envie de jouer, en fait. J'ai pas envie de jouer les nouveaux investigateurs». À part Kohaku, j'ai joué Kohaku que je trouvais génial. Les autres, je me suis dit: «J'ai pas envie». Il m'a fallu du temps pour les sortir, ce qui m'était jamais arrivé. Mais bon, on digresse. Mhm, ouais. Hem, En tout cas, voilà, faites la campagne, c'est un très, très bon achat si vous hésitez, achetez Hemlock les yeux fermés, quoi. Ouais. Ouais, ce sera pas un mauvais achat, c'est sûr. Mhm. Bon, bah, on a fait quand même un truc assez détaillé. Je pensais qu'on serait un petit peu plus court que les clés, mais du coup, pas du tout. On est au-delà d'1h40 Dès que déjà, c'est donc... dès que c'est non linéaire, et il y a toujours des paramètres en plus à discuter, quoi. Bah, il y a ça, puis il y a beaucoup de scénarios en plus dans la campagne. Il y en a encore... Bah, il y en a 10 en comptant les préludes. Mmh. Et ouais, bah du coup, c'est fait un bon tour d'horizon. Puis, bah du coup, la prochaine fois, on se retrouvera pour la dernière campagne à ce jour, donc, qui est la Cité Engloutie. Donc, on aura beaucoup de choses à dire dessus en bien. Et... Enfin, on verra bien. Avec des tentacules. Mhm.
Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à commenter justement pour nous donner des indications sur qu'est-ce que vous préférez faire comme scénario dans cette campagne, lesquels vous préférez, si vous êtes d'accord avec notre opinion bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à aimer et à vous abonner à la chaîne aussi. Et on se retrouvera donc pour la suivante. Et aussi on aura encore une ou deux vidéos en plus avec les indépendants après celle-ci. Faut pas les oublier non plus. Et sur ce, allez, à plus, salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.